Vous êtes branchés sur la fréquence 9/3/4. Le podcast Harry Potter, chapitre par chapitre. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Fréquence 9/3/4. Je suis Jérémy. Et je suis Marina. Le chapitre précédent a été riche en révélations. Ça y est, le mystère de ce tome 4 est résolu. Le mange-mort infiltré à Poudlard était Barty Junior, comme il l'a lui-même révélé à l'instant sous Veritaserum. Barty Crouton Junior Évidemment. La vérité a donc éclaté, mais on va voir sur cet épisode qu'elle n'est pas toujours facile à dire et pas toujours facile à entendre non plus. C'est un chapitre crucial pour la suite qui nous attend avec, comme son nom l'indique, des chemins qui vont se regrouper et d'autres qui vont se séparer. Notre chemin à nous a croisé celui de notre auditrice Amandine sur cet épisode. Salut Amandine, comment ça va ? Ça va très bien, et vous ? Ça va. Ça va, d'attaque pour ce chapitre 36. L'avant-dernier, on ne l'a pas précisé encore là, mais c'est l'avant-dernier chapitre de ce tome 4. Bientôt la fin. Pas de la fréquence. Non, du tome 4, évidemment. Bah Amandine, comme d'habitude. Qui es-tu ? Voilà, comme Es-tu d'habitude. rentrée dans cette visio parce que tu as vu de la lumière et tu t'es connectée ? Comment ça se passe ? C'est ça. Oui, je suis Amandine, grande fan d'Harry Potter depuis mes 11 ans. J'ai découvert les livres à l'école. C'était ma prof de français de 6e qui nous a fait lire avant Noël. Et j'ai adoré. J'ai adoré le premier tome. J'ai volé le deuxième tome à ma cousine. Enfin, emprunté. Emprunté, jamais rendu. Non, t'es ce genre de personne horrible qui emprunte et qui ne rend jamais. Ça lui a pas manqué. Ça ne lui a pas du tout manqué. Alors que moi, je l'ai chéri, le tome 2, en fait. Non. Et après, j'ai emprunté les autres tomes, je les empruntais au CDI du collège. Je les ai empruntés et empruntés à nouveau et empruntés jusqu'à la fin de ma 3e. J'ai adoré. C'était trop bien et je les ai lus et relus. Et quand j'ai commencé à avoir un bon niveau en anglais, je les ai lus en anglais. Maintenant, quand je veux les relire ou que je veux relire certains passages, je le fais avec mes livres anglais. Que j'adore. J'ai une version Bloomsbury super belle avec la carte de Poudlard. C'est trop joli et j'y suis très attachée. Et cette passion m'a suivie même après dans ma vie étudiante. J'ai rencontré plein d'amis grâce à Harry Potter et je faisais beaucoup de soirées quiz à l'étranger. Il y avait des soirées au pub quiz Harry Potter. J'allais à toutes celles que je trouvais et c'est comme ça que j'ai rencontré plein d'amis. Et j'adorais faire des quiz aussi sur Internet, regarder des vidéos et tout. C'est comme ça que j'ai un peu nourri ma passion en faisant plein de quiz, en apprenant plein de choses sur l'univers. Et j'ai découvert la fréquence en 2022. Et tu as quel âge pour 28 ans. 28 ans, ok. J'ai 28 ans. Placer un peu ta chronologie de la découverte. T'es très attachée au livre et ton rapport au film, c'est quoi ? J'ai vu les films dans la foulée. Je crois d'ailleurs, il me semble que le premier, on l'avait en VHS à la maison. Bah oui, bien sûr. Voilà. Je sais pas si tout le monde saura. Je sais pas si tous les auditeurs sauront ce qu'est la VHS. Mais les deux premiers ont existé en VHS. Je les ai toujours d'ailleurs. Moi, j'ai pas souvenir d'avoir eu la VHS. Ouais, c'est magnétoscope. Voilà. Après, on nous a offert les DVD. Je les ai tous vus, revus avec des amis, revus à la télé. J'adore les films aussi. Je trouve qu'ils sont cinématographiquement parlant, je les trouve très bien. Mais je suis trop attachée aux livres. J'étais vraiment la personne chiante. Je disais, non, dans les livres, c'est pas ça. Ça se passe pas comme ça. Mais là, il manque telle chose. J'étais un peu cette personne-là. Voilà. Et c'était ta porte d'entrée. C'est-à-dire, t'as découvert par le livre d'abord et ensuite t'as vu le film. Ok. Ouais, ça compte aussi. Oui. Ouais. Pour la toute petite anecdote, avant de les découvrir à l'école, on m'avait offert, quelqu'un de ma famille m'avait offert le tome 6 avant, mais sans me dire « Oh, c'est Harry Potter, ça va te plaire ?» Bah oui, mais du coup, je lis le tome 6, je comprends pas ce qui se passe. Le tome 6 était déjà sorti. Ok, quand t'as découvert. Donc oui, effectivement, t'es un petit peu plus jeune que nous.
Oui. Oui, 28 On ans, a bah fait ouais. faire. Oui, t'as pu tout Mm. dévorer d'un coup. Et par contre, les films, t'avais pas vu. Ok. Ok, ah, c'est intéressant. Mais oui, non, c'était. Oui, les derniers, je me rappelle, je les ai vus au ciné, Ok. c'est sûr. Mais le tome 6, pour le coup, enfin, ça n'a aucun intérêt de commencer la saga sur le 6e, sur Non, le pas trop. 6e tome. Déjà, j'avais pas accroché parce que les 2 premiers chapitres ne parlaient même pas d'Harry Potter, en fait. Donc, je m'étais dit, mais c'est quoi, je comprends pas. Et j'avais laissé de côté. Et après, à l'école, j'ai dû lire, obligée, mais très contente. Ouais. Bah, Voilà. Je crois que c'est la réflexion qu'on s'était faite au début du tome 4 dans le podcast à notre lecture. C'était qu'il y avait encore un rappel dans le 4 de ce qui s'est passé avant. Donc, on va dire que le 4, c'est le dernier livre où c'est OK si tu découvres. Enfin, je veux dire, ça peut être une porte d'entrée qui peut être possible parce qu'il y a un rappel de ce qui s'est passé avant. Par contre, à partir du 5, c'est mort. Si tu commences au 5, tu comprends. Ouais. Parce que c'est pas la première fois qu'on entend un auditeur ou une auditrice nous dire qu'ils ont pas commencé par le tome 1 parce que justement on leur avait offert le tome 4 ou 3. Ouais, tout à fait. Mais toi, t'as pas commencé par le tome 1? Si. Si. Bon, nous, on peut le voir à l'image, tu es une fière pouf souffle. Je suis une fière pouf souffle. Très, très contente. Je porte ces couleurs avec fierté. Big up à tous les pouf souffles qui nous Ouais, écoutent. vraiment. Il y a des pouf souffles qui écoutent. Je vous aime. Gros. Et pour finir, si tu devais choisir, alors t'es attaché au livre, donc si tu devais choisir un livre, lequel tu choisirais? La coupe de feu. Ah non. Ah ouais. T'as voulu répondre à sa place. Le livre La coupe de feu, c'est mon préféré. Ça a toujours, dès ma première lecture, ça a été mon préféré. Donc, je suis tellement contente de faire un épisode sur la coupe de feu. C'est trop bien. Je trouve que c'est vous l'avez dit plein de fois dans les épisodes, c'est un roman policier, quoi. Il y a une intrigue qui est incroyable. Et il y a des indices partout. Et puis c'est un peu le livre du milieu, quoi. On n'est plus dans l'enfance, on passe vraiment dans des thématiques beaucoup plus sombres, beaucoup plus adultes. Les choses se complexifient énormément pour tous les personnages et je trouve ce tome il est vraiment important et très agréable à lire parce qu'il y a encore ce côté on est encore dans l'enfance mais on sent que des choses plus sérieuses vont arriver. Donc t'es peut-être d'autant plus déçu de l'adaptation dans le film, quoi. Tellement déçu. Le 4, c'est celui que je peux... Enfin, si on fait un marathon, je veux dire, on est obligé de regarder le 4. Il y a trop de choses qui vont pas. Il y a des scènes qui sont bien faites, mais Mike Newell, non. Je pense qu'ils auraient dû garder Alfonso Cuarón pour le 4e. Ça aurait été bien, mais je crois que... Ça aurait été très bien. Il a pas souhaité continuer, je crois. Mais David Yates a bien réalisé 4 films sur la fin, donc rien n'est impossible. Chris Columbus en avait réalisé 2. C'est assez sportif, mais Alfonso Cuarón, je pense, avait d'autres plans. Il a eu raison, d'ailleurs, au vu de sa carrière. Oui. Mike Newell, de toute façon, on l'a souvent dit, mais c'est peut-être le réalisateur le plus random de tous ceux qui sont arrivés sur le projet parce qu'ils connaissaient pas Harry Potter. Malgré son côté très british, ils connaissaient pas et pas forcément très attachés au roman. Et malheureusement, ça se voit un petit peu dans le film, mais c'est quand même un film qui est apprécié, notamment par les gens qui sont un peu moins obsédés par le livre que nous. Ils voient peut-être moins de défauts que nous. Mais effectivement, le film souffre de la comparaison, ça c'est sûr. Et on ne l'a pas dit, mais il y aura évidemment un after show pour les abonnés Patreon. Cette fois, on va se détacher du chapitre et on va plutôt s'attacher à la saison. Parler de Noël. On va parler de Noël et puis ce sera un after show spécial idée cadeau Harry Potter. Je crois qu'on l'avait fait l'année dernière déjà, pas en after show, mais peut-être en épisode spécial, je me souviens plus. Mais voilà, ce qui existait en épisode spécial, ça sera en after show pour les abonnés Patreon. Voilà. Allez, cette longue nuit n'est pas encore tout à fait terminée pour Harry et il est l'heure de partir le rejoindre et pourquoi pas de lui rapporter un peu de courage comme Femsec. Harry Potter et la coupe de feu. Chapitre 36. La croisée des chemins. Barty Junior a donc fini son long témoignage sous Imperium, la tête baissée.
Dumbledore se lève puis il lance un sortilège pour le ligoter en le regardant avec une expression de dégoût. Il demande ensuite à McGonagall de rester ici pour monter la garde, tandis qu'il emmène Harry avec lui. Même si elle a le teint pâle, sa baguette ne tremble pas une fois qu'elle la lève vers le mange-mort capturé. Le directeur demande ensuite à Rogue d'appeler Madame Pomfresh pour qu'elle s'occupe du vrai Maugret, puis de ramener Fudge ici afin qu'il interroge le prisonnier à son tour. Harry et lui se rendront à l'infirmerie et devraient en avoir pour une demi-heure environ. Sa voix est douce quand Dumbledore demande à Harry de le suivre. Harry se relève péniblement à cause de sa jambe et il est soutenu par Dumbledore. En chemin, le directeur lui indique qu'ils vont d'abord se rendre dans son bureau car Sirius les attend. Alors c'est là qu'on voit que le chien noir du chapitre précédent, c'était pas Croque-Dur, c'était bien Sirius. Vous avez parlé de ça. C'est bon, elle s'est pas trompée, ma Ah, c'est pas trompée. Mais elle aurait pu parce qu'un gros chien noir, Bah ça, oui. t'imagines Croque-Dur. Oh là là. Je suis sûre que Croque-Dur aurait apporté beaucoup de confort aussi, en vrai. Ah, en vrai, ouais. Beaucoup de bave aussi. Beaucoup, oui, c'est sûr. C'est sûr. Et ça aurait été drôle que McGonagall ait apporté Croque-Dur dans le bureau de Dumbledore. Et quand ils arrivent, et Dumbledore demande à Croque-Dur de se transformer. Ouais, Sirius, tu peux te transformer, c'est bon. Et puis il se transforme pas parce que c'est Croque-Dur. Ah Ce serait trop drôle. Oh, ce serait drôle. En chemin, Harry est comme déconnecté du monde réel, comme s'il ne pensait ou ne ressentait plus rien après les événements horribles qu'il vient de vivre. Il demande où sont les parents de Cédric et Dumbledore lui répond qu'ils sont avec le professeur Chourave. Et cette fois, la voix de Dumbledore tremble légèrement. C'est poignant un peu ce moment où on ressent la vulnérabilité de Dumbledore parce que là, on va le voir, il est dans le contrôle. C'est lui qui va chapeauter un peu tout, quoi, qui va donner les ordres, etc. Mais là, quand Harry aborde le cas de Cédric, c'est l'échec de Dumbledore, quoi. C'est-à-dire qu'il n'a pas pu empêcher la mort d'un de ses élèves. C'est horrible. Je pense et j'espère qu'il ressent un peu de culpabilité quand même. C'est sa responsabilité, évidemment, en tant que directeur, de protéger les élèves. La protection des élèves était déjà pas au top des 3 premiers tomes, mais là, on a passé à un autre step quand même. Je l'ai même écrit, je crois. Comment on explique ça à ses parents, en fait? Je suis en train de réfléchir. Dans le tome 2, le basilic, il a tué aucun élève. Si, il a tué non, pas dans le tome 2, mais 50 ans avant. Oui, 50 ans avant, mais Dumbledore n'était pas encore directeur. Non, mais dans le tome 2, ils ont tous pu être dépétrifiés. Oui, c'est le premier mort à Poudlard depuis que Dumbledore est directeur. Je voulais juste m'en assurer. Ouais. Bah ouais. Mais après, Dumbledore, il a eu chaud quand même dans le tome 2. Hein, parce que... C'est sûr. C'est sûr. Il aurait pu y avoir 10 000 morts avant Cédric Diggory dans le 4. Hein. Juste pour l'anecdote, je suis prof. J'imagine même pas J'imagine le courrier que tu dois écrire aux parents pour dire « Désolé, votre enfant a été pétrifié dans les couloirs. Il sortait de cours. Toutes nos excuses. Nous faisons tout pour régler la situation. » Comment t'expliques ça aux parents, même pétrifiés, quoi, au-delà de la mort horrible? Ça se trouve, les parents, ils ont jamais su. Mais c'est sûr que j'espère que si. Je me demande, c'est horrible parce que leur fils est mort et il n'y a rien qui pourra inverser ça. Mais quelque part, dans leur malheur, je me demande si c'est pas mieux finalement que les parents soient là, en fait, à Poudlard, plutôt qu'ils l'apprennent par un hibou, venez immédiatement. Ils découvrent en même temps que tout le monde que leur fils est mort et a pas survécu, voilà. Enfin, il est mort dans des circonstances complètement... Il est même pas mort à Poudlard. Non, il est mort très loin dans un cimetière, on ne sait où. Mais encore à cause d'un prof... Comment on explique ça, quoi? Ouais, mais quand même à cause d'un prof qui était en fait un mange-mort pendant toute une année, et Dumbledore, bien que ça soit le sorcier le plus puissant du monde, apparemment, il a jamais capté que Maugret Folloy, c'était pas Maugret Folloy pendant toute une année scolaire, quand même, hein, donc... Non, mais franchement... Bah oui. De toute façon, en tant que directeur, c'est un peu comme quand t'es patron de ta société, quelque chose comme ça, tu portes une responsabilité, même si c'est pas de ta faute à toi, Dumbledore, il est aussi fautif que tout le personnel de Poudlard, mais en tant que directeur, il doit porter la responsabilité. Il la porte et on le voit bien ici. Complètement. Surtout que je pense que les parents, tous les parents, au début du tome, quand ils apprennent qu'il va y avoir le tournoi des 3 sorciers à Poudlard, ils se disent mon enfant, il va participer, mais il y a eu des morts avant. Ils devaient déjà être pas forcément rassurés.
Et on leur a assuré que ce serait pas dangereux cette année, qu'il n'y aurait pas de mort. Oups. Tout allait bien. Oups. Il y a toujours un truc qui me fait un peu tiquer au début du tome 5. Parce qu'il y a tout ce truc de la propagande du ministère avec la Gazette du Sorcier pour faire croire que Dumbledore est un menteur, etc. Là, on va voir l'origine de cette fracture-là entre le ministère et Dumbledore. Et si bien qu'il y a certaines familles et certains sorciers qui choisissent leur camp. Et par exemple, Harry s'embrouille avec Seamus Finnegan parce que sa mère, à Seamus Finnegan, ne voulait pas qu'il revienne à Poudlard à cause de ce que raconte Dumbledore, etc. Et à chaque fois, je suis toujours là en mode « Attends, t'as raison en tant que mère. C'est plutôt parce que Dumbledore mentirait sur le potentiel retour de Voldemort. Par contre, le fait qu'il y ait un élève qui est décédé à la fin de l'année, ça, par contre, ça pose pas de problème. J'ai toujours trouvé ça un peu bizarre. Non, parce que la mort de Cédric n'est même pas, je crois, n'est pas mentionnée, en fait, dans la Gazette du Sorcier. Ouais, après, j'imagine que tous les élèves qui... Ouais, voilà. Ça a traumatisé Poudlard, là. Tout le monde le sait, mais personne ne sait vraiment ce qui s'est passé. Donc, et puis, oui, je pense qu'il regarde Dumbledore, de toute façon, c'est lui qui représente l'école. Donc, ouais. Il s'intéresse d'abord à ce que dit le directeur. De toute façon, c'est marrant, mais déjà dans le 2, il y avait le risque, en tout cas la suspicion à un moment donné que l'école allait fermer à cause du basilic. Dans le 3, pareil, à cause de Sirius Black. Poudlard n'est pas un endroit safe, on le dit toujours. Non, Vous connaissez le mème sur Insta, sur Facebook, etc., où la sécurité de Poudlard est représentée par donc une porte qui est fermée par un curly. Par un mécanisme avec un curly, en fait. Ça représente tout à fait le truc. Mais c'est tellement ça. La sécurité à Poudlard, c'est très aléatoire. Je me demande si les parents, du coup, de base, ils se disent « Ok, de toute façon, j'envoie mes enfants en danger de mort de toute façon, donc bon. » Inch'Allah, quoi. Ouais, voilà. Bah, c'est ça. C'est clairement ça. Une fois arrivé dans le bureau, Sirius est bien là pour les accueillir, le teint aussi livide que quand il s'était échappé d'Azkaban. Il demande ce qu'il s'est passé en aidant Harry à s'asseoir. Et alors que Dumbledore relate les révélations de Barty Jr. à Sirius, Harry n'écoute qu'à moitié, rêvant qu'il ne pense ou ne ressente plus rien. Fumsec se pose bientôt sur les genoux de Harry et sa tiédeur le réconforte. Fumsec, c'est un peu mon gars sûr, tu vois. Toujours là pour... C'est sûr. te soutenir, te soigner aussi. C'est trop bien d'avoir un phénix. Bah, j'en ai un sur le prix. Bah ouais. Tout le temps. Il est trop beau. Il est super beau ton phénix, Marina. Il est super beau. Un endroit. Il est pas facile en fait à montrer comme ça. Un moment très radiophonique en tout cas. Oui, pardon. Excusez-moi. Allez sur l'Insta de Marina si vous voulez voir son tatouage. Bon, on le voit pas. Ok, bon bah n'y allez pas. Je peux le montrer. Les oiseaux sont plutôt fidèles dans Harry Potter. Edwige, c'est la compagne de Harry pendant 7 ans. Oui, c'est ça, 7 ans. Errol, c'est le hibou qui va quand même livrer les lettres alors qu'il est au bout du rouleau, qui devrait prendre sa retraite. Fumsec, c'est l'oiseau de Dumbledore. Et après, il y a Coxigru qui a... Enfin, j'adore Coxigru. Je pense qu'il y a un lien magique qui relie un sorcier à sa chouette ou son hibou, parce que, par exemple, les hiboux se comportent comme des animaux domestiques, comme des chiens, en fait, qui sont hyper fidèles. Ouais. Est-ce que les hiboux ressemblent, comme les chiens ressemblent à leur maître parfois? Genre, à quoi ressemble la chouette de Malfoy? Est-ce qu'elle est vachement snob comme ça? J'en suis sûre. C'est obligé. Après, Coxigru, il est pas trop à l'image de Ron, pour le coup. Oui, mais c'est parce qu'il lui a été envoyé. Ah oui. Il a pas vraiment, c'est pas le hibou de la famille. Sirius, il l'a trouvé comme ça dans la nature. Elle a dit bon, allez, on va la faire pour me faire pardonner. Ouais. Une fois son récit terminé, Dumbledore se tourne vers Harry. Il lui demande de raconter ce qu'il s'est passé après avoir touché le porte-au-loin. Sirius suggère plutôt de laisser Harry se reposer d'abord, et Harry lui en est reconnaissant pour ça, parce qu'il rêve que d'une chose, c'est d'aller se coucher. Mais Dumbledore explique à Harry qu'il ne pense pas que ce soit une bonne idée d'endormir la douleur.
Il ajoute qu'Harry a fait preuve d'une bravoure incroyable, mais il lui demande un dernier effort en racontant ce qu'il s'est passé à chaud. Et du coup, j'ai noté la citation qui m'a fait écho en fait à ce que je vis, ce que j'ai vécu, et je trouve que c'est une belle citation. C'est « Endormir la douleur pendant quelque temps ne la rendra que plus intense lorsque tu la sentiras à nouveau. » Ouais. Et j'ai trouvé que c'était une belle citation de Dumbledore. Vous êtes d'accord avec ça ou pas? Que, par exemple, là, dans le cas présent, c'est mieux que Harry révèle maintenant plutôt que faire passer la nuit et... J'ai noté exactement ça. On ressent la fatigue d'Harry, mais on comprend le raisonnement de Dumbledore. Et en effet, c'est une plaie ouverte, en fait. Et mettre un petit pansement juste pour une nuit, ça va pas arranger les choses. Et c'est mieux qu'il y soit confronté tout de suite. Et aussi dans un environnement safe. En tout cas, il y a que lui et Sirius qui fait office de parent, et donc il vaut mieux que ce soit maintenant, même si en effet on ressent toute sa fatigue, on se dit mais laissez-le tranquille, c'est horrible, mais je comprends complètement le raisonnement de Dumbledore, et en effet ce serait pire d'attendre. Et ça peut être un échappatoire aussi, le sommeil sauvant. Absolument. Pour pas penser à ce qui s'est passé et en fait s'enfuir de la réalité. Complètement, mais c'est pas sain. Non, pas du tout. C'est pas sain, donc je pense que Dumbledore a raison, même si c'est dur. C'est dur à vivre, dur à entendre. C'est vrai. Mais je le trouve fort, Dumbledore, sur tout ce chapitre, sur comment approcher le traumatisme de Harry qu'il vient de vivre. Il est très à l'écoute. Il y a de l'empathie. Il est très empathique, ouais. Et puis, il sait comment s'y prendre. Enfin, c'est là où on voit les qualités humaines de Dumbledore. Puis, il a plusieurs choses à gérer. Ouais, en plus. Harry revient traumatisé, il a un élève qui vient de mourir, il a un mange-mort dans son château, plein de choses à faire. Le ministre qui va bientôt partir en sucette. Et pourtant, il va garder son calme. Ouais. Ah ouais. Vraiment, alors qu'une autre personne va exploser, on verra qui. Voilà. Il a beaucoup de choses à gérer. Encore une fois, je prends ma casquette de prof. Faut encaisser tout ça, hein. Faut gérer tout, c'est éteindre plein de petits feux. Ouais. C'est compliqué. Motivé par Fumsec qui chante une note de musique, Harry prend sa respiration et commence son récit alors que son parrain le tient par l'épaule. Harry revit les événements de la soirée en même temps qu'il les raconte à Dumbledore et Sirius. Voldemort qui revient à la vie, les mange-morts, le corps sans vie de Cédric. Dumbledore et Sirius l'écoutent sans l'interrompre, au grand soulagement de Harry qui, une fois sur sa lancée, se sent peu à peu libéré au fil de son récit. Lorsque Harry raconte comment Queue-de-Verre a pris son propre sang pour la potion, Dumbledore se lève brusquement et il demande à Harry de tendre le bras. Ce dernier relate ce qu'a dit Voldemort. En prenant son sang, il est devenu plus fort car la protection que Lily a laissée en lui avant de mourir coule désormais dans ses veines également, ce qui lui permet désormais de toucher Harry. Tout en observant le bras de Harry, Dumbledore a comme une lueur de triomphe dans le regard, ce qui n'échappe pas à notre jeune héros. Et là, mes amis, c'est peut-être le passage le plus important. C'est une phrase, hein. C'est une phrase. C'est une phrase. Si t'as pas lu cette phrase, tu comprends rien après. Exactement. Puis c'est quelque chose qui, je ne crois pas qu'on voit vraiment dans le jeu de Michael Gambon, dans le film. J'ai pas l'impression en tout cas. Mais effectivement, on en a beaucoup parlé dans La Volière, mais ce passage, il est déterminant parce que Dumbledore comprend à ce moment-là que Voldemort a fait une énorme erreur en voulant à tout prix prendre le sang de Harry. C'est ce qui va causer sa perte. C'est ce qui va causer sa perte. Dumbledore le sait déjà. Enfin, sa stratégie est en place et c'est pour ça qu'il a cette fameuse étincelle dans le regard. Limite, c'est le bon scénario. En fait, il fallait que Voldemort revienne comme ça pour que Harry ait une chance de le vaincre. Ouais. Puis Harry poursuit son récit jusqu'à parvenir au moment où leurs baguettes se sont connectées. Sa gorge se noue au moment d'évoquer les spectres tout droit sortis de la baguette de Voldemort. Cédric, le vieux moldu, Bertha Jorkins et bien sûr ses parents. Heureusement, son parrain brise le silence avant que Harry se lance en se demandant ce qu'a bien pu provoquer un tel phénomène entre les deux baguettes. Dumbledore murmure alors une réponse, priori incantatum. Le directeur rappelle que les baguettes de Harry et Voldemort contiennent chacune la plume d'un même phénix. Et au passage, il s'agit de ce phénix qui est ici même Fumsec. La star. La star. Ça tombe bien.
Et Harry est stupéfait de l'apprendre parce qu'effectivement, Harry ne le savait pas. Voilà. Et oui, Harry, tu m'as pris une plume de cul. Regarde, il m'en manque 2. Ah Non, je trouve ça fou. Enfin, je me rappelle à ma première lecture, je suis là, hein? Tout est connecté. Ça pouvait pas être n'importe quel phénix. Ah, Il fallait que ce soit celui-là. Dumbledore lui explique que c'est Ollivander en personne qui l'a informé 4 ans plus tôt que la seconde baguette venait d'être achetée par lui. Il ajoute que quand 2 baguettes jumelles sont forcées à se combattre, un phénomène rare se produit et amène l'une des 2 baguettes à faire régurgiter les derniers sortilèges lancés. Dumbledore en conclut donc que Cédric a dû apparaître, ce que Harry confirme d'un hochement de tête. Sirius demande si Diggory est revenu à la vie, mais Dumbledore explique bien qu'aucun sortilège ne peut faire revenir les morts, mais qu'il s'agit, je cite, d'une sorte d'écho à l'envers. J'ai une petite anecdote. Le saviez-vous? En anglais, les baguettes ne sont pas féminines, mais masculines. Donc dans le livre en anglais, Sirius demande, dit what happens when one meets its brother, frère. Donc en fait, les baguettes sont considérées comme frères et pas sœurs. Mais ça n'a pas de sens en français puisque baguette est un mot féminin. Mais quand je l'ai lu, quand je l'ai relu, je dis je m'en rappelais pas de ça. Et oui, voilà, petite anecdote. Les baguettes sont considérées comme frères. Ouais, c'est étonnant, parce qu'effectivement en anglais les noms ne vont être ni masculins ni féminins. Ouais, pas genrés. On est sur c'est neutre, mais effectivement Sirius dit brother. Ok, c'est. Voilà. C'est la petite. Je me demande s'il aurait pas pu dire sister aussi. Alors je pense que tu peux dire les deux en fait. Oui, tout à fait. Je sais pas pourquoi ce choix a été c'était ce choix, mais voilà, c'est une petite différence en anglais. Non, c'est intéressant. Et ça m'a fait penser aussi à un truc, cette révélation du Priori Incantatum par rapport au chapitre 34. Et c'est un truc qu'on n'a pas évoqué, mais c'est vrai que c'est quelque chose d'assez peu fréquent, voire rare, voire unique même. Je sais pas, j'ai pas repris tous les titres de chapitres, mais quelque part c'est une forme de spoiler en fait, le titre de chapitre 34, parce que en gros il se passe le Priori Incantatum, mais nous en tant que lecteur on sait pas on que sait c'est pas ça. ce que c'est. Or c'est le titre du chapitre. Enfin on sait ce que c'est, mais on sait ce que c'est. Ouais, mais on peut pas s'y attendre dans cette parce qu'on a juste vu par exemple je crois que c'est Amos Diggory qui fait régurgiter les sorts de la baguette de Harry quand c'est Winky qui la tenait au moment de la marque des ténèbres, mais du coup en fait on connaît le sortilège mais on connaît pas ce phénomène, enfin, avant que Dumbledore explique ici ce fameux phénomène, et en fait en tant que lecteur on a été spoilé parce que c'est le titre du chapitre tout simplement. Mais c'est une situation complètement unique. Combien de fois des baguettes sœurs se rencontrent sans doute pas très souvent. Je pense, je ne sais même pas est-ce que ce serait la même chose si 2 baguettes qui ont des crins de licorne, de la même licorne, est-ce que la même chose se produirait? Je pense que oui, ouais. Je pense que oui. Je pense le même ventricule de dragon, un dragon. Alors, est-ce que tu peux donner 2 ventricules? Non, peut-être pas. Ça dépend. Notre corps, il a. Attends, ventricule. Notre cœur, il a 4 ventricules. Ah, donc c'est possible. Tu peux avoir. Mais un dragon, je sais pas. Ah ouais. Mais ma question, c'est que le Priori Incantatum, c'est un sortilège pour faire sortir les sortilèges précédents. Ouais. Ok, on est d'accord. Seulement, personne l'a prononcé là dans le duel entre Harry et Voldemort. Ah non. Il s'est déclenché tout seul. C'est ce que Dumbledore explique, c'est parce que les baguettes sont jumelles, quoi. Mais pourquoi ça a déclenché ce sortilège? C'est ça qui est. Pourquoi ce sortilège? Parce que. Elles veulent pas s'affronter. Je sais pas, peut-être. Ah non, il a un ventricule, excusez-moi, j'ai dit une bêtise. Un dragon a qu'un seul ventricule? Non, un cœur humain. Ouais, donc, après, un dragon, on en a peut-être plusieurs, je sais pas. Mais un dragon, peut-être. Ouais. D'accord, ok. Non, je sais pas pourquoi ce sortilège, mais ça fait un peu comme un contre Uno, tu vois. Et je me demande s'il n'y a pas une forme de logique derrière. C'est comme les baguettes refusent de se combattre, il y en a quand même une qui prend l'aval sur l'autre, mais plutôt que de l'attaquer,
Elle lui fait régurgiter et les elle sorts. prend l'aval parce qu'en plus, les fameuses petites perles dont on a parlé dans le dernier live, en fait, Harry a le sentiment que cette perle ne doit pas toucher sa baguette. Ouais. Et en fait, c'est parce que c'est cette perle qui fait régurgiter les pouvoirs. En fait, il gagne son duel. Enfin, quelque part. les sortilèges. Ouais. Mais qu'est-ce qu'il y aurait, du coup, il aurait sorti que des Expelliarmus. Oui, ça aurait pas été intéressant dans le cas contraire. Wingardium Leviosa. Oui, il a changé un rat en verre. Ouais, super. Peut-être que les baguettes, c'est pas des êtres vivants, mais peut-être on sait qu'elles ont une allégeance par rapport aux sorciers qu'elles ont choisis. Donc peut-être qu'à ce moment-là, la baguette d'Harry s'est dit, il faut que je l'aide. Ou peut-être c'est juste des facilités narratives de narration, peut-être. Mais du fait que la baguette d'Harry lui soit fidèle, elle l'aide au moment où il en a le plus besoin, celui-ci en particulier. Bah oui, les baguettes pour moi, sont des êtres vivants. Ollivander le dit bien, c'est la baguette qui choisit son sorcier, donc il y a un pouvoir décisionnaire de la baguette, il y a un état de conscience de la baguette. Et puis, on le voit bien aussi que le Priori Incantatum, ça va au-delà de deux baguettes qui se reconnaissent entre elles, parce que dans les Reliques de la Mort, quand Harry se fait attaquer par Voldemort et les Mange-Morts au moment de quitter Privet Drive, bien que Voldemort ait pris la baguette de Lucius Malfoy, sa baguette à lui reconnaît Voldemort. Donc, c'est-à-dire que la baguette qui essaie de l'attaquer, c'est une autre baguette, mais il reconnaît le sorcier qui possède... Enfin, on voit bien que les baguettes, elles ont une forme de conscience. Je ne sais pas exactement si on peut dire qu'elles sont vivantes, mais elles pensent. Elles pensent, elles déduisent et elles prennent des décisions. Donc oui, tout à fait. Ouais. Alors Dumbledore poursuit en disant que d'autres formes ont dû apparaître, notamment ses parents. Et Harry confirme, soulagé que ce soit Dumbledore qui aborde le sujet. Harry continue ensuite son récit en expliquant ce que les spectres lui ont dit de faire. Alors je dis spectre, mais Dumbledore serait pas content de cette terminologie. Allez, écho, on va dire. Ouais. La peur de Voldemort aussi, Harry s'en souvient, est l'ultime requête de Cédric. Harry, qui doit faire une pause à ce moment-là, remarque que le phénix verse des larmes sur sa jambe blessée et la douleur qu'il ressentait cesse immédiatement. C'est un beau petit passage ici littéraire. Petite note, je me suis dit, ça c'est plutôt je me suis fait la réflexion dans le dernier chapitre. Je me suis dit, c'est quand même très triste. Harry, il n'a pas de souvenir de sa première année avec ses parents. Il était encore bébé. Quand il les a vus dans le miroir pendant sa première année, il les a vus, mais il leur a jamais parlé. C'est un peu triste que la première fois qu'il entend ses parents vraiment lui parler, ou en tout cas qu'il en a conscience, ce soit dans un moment aussi dur. C'est-à-dire que la première chose qu'il entend, c'est va chercher le porte au loin, on va t'aider, voilà. Mais je veux dire, c'est... Après, c'est un écho. C'est un écho, tout à fait. Mais c'est pas vraiment eux. C'est un écho, mais j'ai trouvé ça un peu... c'est dur quand même. C'était même pire l'année précédente, j'ai envie de te dire, hein, parce que Harry, il entendait le cri de sa mère qui était en train de mourir. Horrible. C'est la première fois qu'il entend la voix de sa mère, parce qu'il l'a entendu quand il était bébé, mais il s'en rappelle pas, comme tu dis. Ouais, donc, du coup, dans sa conscience, la première fois qu'il entend sa mère, c'est son cri quand elle meurt. C'est des cris, c'est quand elle supplie de pas pourquoi de... Oh, c'est terrible. Donc Harry, il est habitué au trauma. Hein. Clairement, on le voit. Le pauvre. C'est un nom. Ouais. C'est une routine. Hein. C'est ça. Et sinon, je me disais, c'est un beau petit moment, ce passage avec Fumsec qui guérit la jambe, parce que c'est expliqué dans le texte que Harry se libère, et quelque part, ça le guérit aussi de parler de ce qu'il s'est passé, un peu comme Dumbledore expliquait à Sirius. Et en même temps, il y a Fumsec qui le guérit physiquement, en fait, qui lui soulage la douleur de sa jambe. Je trouve ça très beau comme passage. Il a deux forces à ce moment-là. Il a Sirius qui est près de lui, et il a Fumsec qui, pareil, lui donne vraiment la force de tout raconter, et en même temps il se libère d'une sorte de venin un peu. C'est comme s'il avait vraiment enlevé il avait peut-être retiré un couteau, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, carrément. Et ça lui donne de la force. Ouais, là, et au sens propre comme au sens figuré dans ce passage, quoi. C'est ça que j'aime. Oui. Dumbledore en profite pour dire à nouveau que Harry a fait preuve d'une bravoure qui dépasse toutes ses espérances et qu'il a manifesté le même courage qu'un sorcier aguerri. Il est temps pour lui de prendre une bonne potion de sommeil à l'infirmerie sous la surveillance de son parrain. Tous trois quittent alors le bureau, Sirius prenant bien soin de se transformer
en chien d'abord. Parvenu à l'infirmerie, il retrouve Madame Weasley, Bill, Ron, Hermione et bien sûr Madame Pomme-Fraîche. Molly se précipite sur Harry en poussant un cri, mais Dumbledore lève la main en indiquant que Harry a simplement besoin de tranquillité et de sommeil après l'épreuve qu'il a traversée cette nuit. Si Harry le souhaite, ils peuvent rester, mais il vaut sans doute mieux garder toutes les questions qu'ils peuvent avoir pour plus tard. Il y a un peu d'humour à ce moment-là parce que après que Dumbledore ait dit ça, il y a Madame Weasley qui se retourne vers les autres en mode « Vous avez entendu ce qu'il a dit ?» alors que c'est elle qui est concernée surtout là. La remarque était surtout pour toi en fait, Molly. Encore une fois là, Dumbledore très attentif au bien-être, à Harry, pour que voilà, quand les gens le laissent tranquille quoi. Madame Pomme-Fraîche s'interroge sur le chien, mais Dumbledore lui répond qu'il est très propre et qu'il peut rester sans problème. Je sais pas où il se cache, mais je sais pas s'il a des petites puces ou des choses comme ça. Je me suis dit, c'est un peu gros de dire oui, il est très propre, ça t'en sais rien du tout. Oui, ça avance peut-être un peu là. Harry ressent beaucoup de gratitude envers Dumbledore pour toutes ses précautions, d'autant qu'il n'est absolument pas prêt à refaire le récit des événements ce soir. Avant de s'en aller, Dumbledore dit à Harry qu'il reviendra demain matin après avoir parlé aux ministres et aux élèves. En suivant Madame Pomme-Fraîche jusqu'à son lit, Harry aperçoit le vrai Maugré allongé un peu plus loin. L'infirmière de Poudlard le rassure en lui disant qu'il va bien s'en remettre. Harry enfile un pyjama, il s'installe dans le lit et ses amis sont à son chevet. Avant de prendre la potion de sommeil, il dit à tout le monde qu'il va bien mais qu'il est simplement fatigué. Madame Weasley borde son lit, les larmes aux yeux. Pourquoi on donne pas à Harry un stock de potions sans rêve pour tout l'été? Pourquoi il peut pas repartir avec il n'y a pas de pharmacie sorcière vraiment. En fait, quand je pense à tout ce qu'il va vivre le tome d'après, je me dis mais la potion elle est utile. Pourquoi il en a pas tout un stock? En fait, c'est celui dont il en a le plus besoin. Je sais pas si vous vouliez en prendre de la potion sans rêve, mais des fois je me dis, ce serait bien. Ouais, carrément, ouais. Moi je fais des terreurs nocturnes, donc ouais, carrément. Non, mais voilà, c'est bien. Franchement, on devrait tous en avoir. Ça devrait être vendu au comptoir. Après, je me demande si dans le monde magique, c'est pas un peu comme le Felix Felicis, et que si t'en prends trop, ça annule les effets. C'est un somnifère. C'est comme un somnifère, quoi. Ouais. Puis finalement, est-ce que les rêves, c'est pas bon aussi pour l'inconscient, pour le travail sur soi-même, pour guérir de ses traumas? Je sais pas. Bien sûr. Après, on va voir que bien que ça soit une potion de sommeil magique, c'est pas ultra efficace. On va le voir tout de suite. Ouais, parce que Harry, du coup, il boit la potion que lui t'envoie Madame Pomme-Fraîche. Tout devient flou et il s'endort, mais il se réveille. Et quand il se réveille, il réalise qu'il fait encore nuit dans l'infirmerie. Et en fait, il a été réveillé par les voix de Fudge et McGonagall qui se font bruyantes et tous deux font bientôt leur entrée dans l'infirmerie. McGonagall dit au ministre qu'il n'aurait jamais dû l'amener dans le château et que Dumbledore va être furieux de la prendre. Alors, on ne sait pas trop encore de quoi elle parle, évidemment. Rogue est présent lui aussi et il suit les pas de McGonagall. Fudge s'approche du groupe autour du lit de Harry et il demande d'un ton impérieux, c'est écrit comme ça, à Madame Weasley où se trouve Dumbledore. Avec colère, Molly lui répond qu'il n'est pas là et que c'est une infirmerie ici. Mais le recherché Dumbledore fait aussitôt son entrée. Vous pensez qu'il s'est passé combien de temps à ce moment-là? Entre le moment où Harry boit sa potion et le moment où il se réveille? En vrai, je pense pas longtemps parce que Dumbledore... Il a pas tout bu, je crois. Il a pas tout bu, ça c'est sûr. Non. Peut-être 1 heure. Moi, je pense vraiment pas longtemps, parce que Dumbledore, quand il quitte l'infirmerie avant qu'Harry s'endorme, il dit je vais parler aux ministres et aux élèves. Donc, je pense que sa priorité, c'est d'aller voir Fudge. Et voilà. Il voulait pas parler à Diggory. Il voulait pas parler au Diggory aussi? Oui, à la fin, oui. Dans la partie de mon chapitre. Il part parler au Diggory, oui. Ouais, mais à la fin, mais je crois que là, il parlait du ministre et des élèves. Puis il venait de les quitter, en fait, les parents de Cédric Diggory. En tout cas, avant qu'il sauve Harry des griffes de Barty Junior, Dumbledore, il est avec les parents de Cédric Diggory. J'avais une petite théorie, mais peut-être que, vu la chronologie, peut-être que c'est pas à ce moment-là, mais j'avais une théorie. Pendant le temps où Harry dort, avant qu'il soit réveillé, j'espère qu'il a parlé à Rogue, en fait. Parce qu'après, on s'avance un peu, mais il va partir et il va l'envoyer en mission secrète. Ouais. Je me dis, mais ils ont dû en parler avant. Ouais, c'est sûr. Ah oui, mais je pense que ça fait des années qu'ils en parlent. C'est sûr parce que dans ma partie de chapitre, on va voir l'échange.
Ouais. Et on va comprendre que ça fait un moment que tout est prévu, en fait. Je me dis, ça s'est pas fait en 1 heure, c'est pas possible. Ils se sont pas fait cette... Non. Un peu comme le fait que Rogue tue Dumbledore à la fin du 6, c'est prévu depuis 1 an déjà. Super. Avance, ouais, c'est sûr. Alors Dumbledore demande ce qu'il se passe. Il est surpris car elle avait demandé au professeur McGonagall de rester surveiller Barty Junior. Mais cette dernière, le visage rouge de fureur, lui apprend que ça ne sert plus à rien car le ministre a décidé de s'en occuper par lui-même. Rogue précise d'un ton plus posé que quand ils ont informé au ministre de la capture du Mange-Mort, ce dernier a craint pour sa sécurité et il a souhaité préférable d'être accompagné d'un détraqueur pour aller voir le prisonnier. Le ministre, hors de lui, réplique que c'est son droit d'assurer sa protection, même si ça ne plaît pas à Dumbledore de voir un détraqueur dans l'enceinte du château. Mais McGonagall coupe Fudge en expliquant comme elle peut au directeur que le détraqueur a malheureusement infligé à Barty Junior son terrible baiser pour aspirer son âme. Fudge se justifie en disant que ça va, c'est pas non plus une grosse perte vu qu'il a commis plusieurs meurtres à ce qu'on raconte. Et ça, on a beaucoup parlé au moment des procès de l'incompétence totale de Fudge et du ministère, l'amateurisme aussi, parce que comment ça peut être légal, ce truc-là, dans le monde des sorciers, comment ça peut être légal sans procès, sans preuve. Oui, c'est une dinguerie, C'est terrible. Puis même, pour sa sécurité, le gars, il est attaché, il y a 3 autres personnes à côté de toi, tu sais pas te défendre. T'as une baguette, non? Le gars, il est désarmé, il est à peine conscient, il va te faire quoi? Mais est-ce que finalement aussi, c'est pas pour éliminer un témoin gênant, finalement? Ah ben complètement. Enfin, il y réfléchit pas. Il réfléchit à l'envers. De toute façon, on va voir dans ma partie le véritable visage de Fudge. Déjà, on s'en doutait un peu, mais là... c'est clair, intéressant. Le baiser du détraqueur pour ton junior, bien que... Enfin, tout le monde mérite un procès. Tout le monde mérite un procès, c'est ça. Équitable. Déjà, tout le monde mérite un procès. C'est pire que la mort, donc au final, c'est énorme. Et même si en effet, il est clairement coupable, clairement responsable de choses atroces, c'est trop frustrant. C'est trop frustrant de se dire que son récit, il est capital. Son récit, il est capital, c'est hyper important. Quand c'est tout ce qui va se passer derrière, on se dit, mais c'est trop frustrant, quoi. Pourquoi il a fait ça? Carrément. Après, je pense que Fudge le fait pas consciemment d'éliminer un potentiel témoin. C'est-à-dire que... Tu penses? Ah non, je pense pas, ouais. Je pense que... Alors déjà, les détraqueurs, ils maîtrisent pas du tout les détraqueurs. En fait, c'est surtout la décision du détraqueur d'aspirer son âme. Il aurait pu faire un patronus pour éjecter le détraqueur. Mais comme il dit, sa sécurité avant tout, quoi. C'est-à-dire que c'est sa sécurité à lui qui vaut pas celui-là du prisonnier, donc il s'en fout. Donc il est là en mode, comme il dit, apparemment, il a quand même commis plusieurs meurtres. Voilà, en gros, bon débarras, tu vois. Et c'est ça aussi le truc horrible, c'est que il est à la tête d'un ministère qui permet ça, en fait. C'est-à-dire qu'il a les pleins pouvoirs, apparemment. C'est-à-dire que lui, il peut tuer n'importe qui. Ça pose aucun problème. C'est ça le vrai problème, quoi. Et ensuite, sur le truc du déni qu'il va avoir par rapport au retour de Voldemort, quelque part, pour moi, c'est 2 trucs séparés, tu vois. Genre, il inflige pas le baiser du détraqueur à Barty Junior parce qu'il refuse le retour de Voldemort. Je pense qu'il refuse le retour de Voldemort parce que, comme il dit, il a aucune preuve, il se ferme les yeux, mais l'action est autre chose. Il a tué la seule preuve. Oui, il a tué la seule preuve, mais il l'admettra pas, ça, tu vois. Voilà. Ouais. Quel idiot. Oui, Pardon. Non, mais t'as raison. Puis c'est vraiment se demander comment ce débile est devenu ministre. Parce qu'on sait pas comment les ministres deviennent ministres. Mais alors lui, c'est un sacré quand même. Comment ils sont élus? Qui décide de ça, vraiment? Est-ce qu'il y a des critères? Est-ce qu'il donne un CV? Est-ce qu'il y a un entretien, quelque chose? Exactement. Qu'est-ce qui le rend légitime à gouverner, quoi? Pas grand-chose, a priori. Dumbledore explique à son homologue que désormais Barty Junior ne pourra plus expliquer ni être jugé pour ses crimes, mais c'en est égal pour Fudge parce que c'était un faux furieux et que d'après Minerva et Severus, il disait d'ailleurs agir sous les ordres de Voldemort, ce qui est n'importe quoi. Mais Dumbledore répond que c'est bel et bien la vérité. Barty Junior a suivi un plan dicté par Voldemort afin que ce dernier puisse retrouver un corps, ce qu'il est parvenu à faire cette nuit. En apprenant la nouvelle, Fudge ressemble à quelqu'un qui s'est pris un coup en pleine figure. Il balbutie. Pour lui, l'idée que Voldemort soit revenu est impossible. Et pourtant,
Dumbledore lui rappelle qu'il a lui-même entendu la confession de Barty Croughton grâce à l'utilisation du Veritaserum. En effet, sous l'effet de cette potion, il a avoué s'être échappé d'Azkaban et s'être libéré du joug de son père grâce à Voldemort. L'annonce de Dumbledore fait naître un sourire sur le visage de Fudge. En effet, il semble que le Premier ministre ne prenne pas cette nouvelle au sérieux. Pour lui, Croughton a simplement cru, dans sa folie, qu'il était sous les ordres du mage noir, mais il n'en était rien. Patient, Dumbledore invite Fudge dans son bureau afin de lui raconter les mésaventures d'Harry depuis le moment où il a touché le trophée qui, en réalité, était un porte au loin. Harry est épuisé, mais Dumbledore voit qu'il ne dort pas. Malgré cela, il souhaite le préserver d'un interrogatoire par Fudge. Sirius, sous sa forme de gros chien noir, commence à grogner lorsque le Premier ministre remet en doute ce qu'a vécu son filleul. Fudge ne s'interroge même pas sur l'identité de ce gros chien noir qui grogne dans l'infirmerie. Dumbledore réaffirme sa confiance en Harry et en son récit. Et Fudge affiche à nouveau son étrange sourire. Je sais pas ce qu'il a avec son sourire, c'est sûr. En regardant Harry, il ne croit pas à ses paroles. Il a été influencé par l'article écrit par Rita Skeeter dans lequel elle insinue qu'Harry est un menteur instable. Tout le monde est surpris qu'Harry soit réveillé parce que c'est Harry, en fait, qui, en entendant Fudge, lui dit « En fait, vous me croyez pas parce que vous croyez l'article de Rita Skeeter, en fait. » Parce qu'à part Dumbledore, tout le monde le pensait endormi. Et Fudge n'est pas très fier et il rougit malgré tout, mais ça ne l'empêche pas de maintenir ses propos. Pour Fudge, Harry parle fourche-langue, souffre de douleurs à sa cicatrice, a des maux de tête, des cauchemars. Et donc, en fait, est-ce que tout ceci ne serait pas que des hallucinations ? Et pour la deuxième fois, Harry revoit l'expression sur le visage de Dumbledore qui lui rappelle pourquoi il est tant redouté. À ce moment, le directeur de Poudlard déclare qu'Harry est aussi sain d'esprit que lui-même ou Fudge. Ça, c'est discutable pour Fudge. Ouais. Même pour Dumbledore, je l'adore, il est très intelligent, c'est un génie, mais il est un peu foufou quand même. Je l'aurais pas dit comme ça. Voilà. Il confie à Fudge qu'il pense que la douleur de la cicatrice d'Harry est une sorte d'alarme lorsque Voldemort est proche ou qu'il ressent des émotions fortes. Mais Fudge doute de cette théorie, il n'a jamais entendu un tel truc. Et c'est alors que la colère d'Harry éclate. Il a vu Voldemort revenir, il a vu les Mange-Morts revenir, et il peut même prouver qu'il les a vus puisqu'il peut les nommer. Il y a eu Lucius Malfoy, McNair, Avery, Nott, Crabbe, Goyle. Mais Fudge n'en tient pas compte, car pour lui, ce n'est pas une preuve. Toutes ces personnes ont été innocentées il y a 13 ans. Il pense même qu'Harry aurait bien pu trouver ces noms dans de vieilles archives du ministère de la Magie. Et puis on s'arrête sur le cas de Lucius. Il a été innocenté parce qu'il appartient à une vieille famille influente et importante. Et en plus, comme j'ai oublié de le préciser dans mon résumé, il dit « Et en plus, il fait des dons importants. » Ouais. Désolé, tu peux tuer n'importe qui tant que tu viens d'une vieille famille noble et que tu fais des dons importants à des œuvres caritatives. Bah oui, évidemment, c'est plus important. Pour Fudge, Harry n'a aucune crédibilité, ce ne sont que des affabulations. C'est alors que McGonagall intervient, telle une mago badass, et traite le Premier ministre d'idiot. Selon elle, il est stupide de croire que les meurtres ne sont l'œuvre que d'un fou, alors qu'il s'agit bien d'un plan machiavélique. Harry, jusqu'à présent, voyait en Fudge un homme un peu hâbleur. Et là, ceux qui ont préparé avec moi le résumé le savent, en live sur Insta. Mais savez-vous ce qu'est un homme hâbleur ? Non, je viens d'entendre ce mot pour la première fois. Et au fait, tu as vérifié dans ta version si tu l'avais ? Non, je vais vérifier. Parce que j'ai eu un doute, parce que ce mot m'a pas choqué. C'est écrit ? Ouais, bah C'était oui. Page 738. Je me rappelle pas du tout. Ouais, je l'ai. Je sais pas, il m'a pas choqué. Ouais, vous êtes passé à côté, ça vous a pas... Je sais pas ce que ça veut dire. C'est une personne qui a l'habitude de parler beaucoup en exagérant et en se vantant. Ok, hâbleur. Voilà. Je me demande si c'est pas un verbe, du coup. Hâbler. Non, bon, non. Non, hâbleur, c'est pas un verbe. Hein. Hâbleur, c'est un adjectif, tout simplement. Ok. Et le synonyme, c'est bluffeur, bravage, cabotin, fanfaron, faraud. Ouais. Crâneur, frimeur. Et justement, on parlait de la version anglais.
On a déjà évoqué le cas de Fudge, mais c'est assez intéressant et ça prend particulièrement sens maintenant. Vous savez ce que ça veut dire, Fudge? C'est du caramel. Alors oui, mais pas que. Chocolat caramel. C'est aussi un verbe. Et là, le verbe, il prend tout son sens. C'est quoi? To fudge? To fudge. Ah non, je le savais. Fanfaronner, non? Non, ça veut dire esquiver un problème. C'est quand même incroyable. Tout était dans son nom, comme beaucoup de personnages d'Harry Potter. C'est vrai. Ah bah ouais. C'est littéralement ce qu'il est en train de faire. Voilà. Ouais. He's fudging, on pourrait dire. He's fudging. Ouais. Bien. Et donc là, Harry, jusqu'à présent, voyait en Fudge un homme un peu hableur, donc frimeur, on va dire, fanfaron. Mais à cet Branleur. Mais à cet instant, il se rend compte qu'il est simplement un petit homme colérique refusant de voir son monde confortable et privilégié se désagréger. Dumbledore annonce que la première mesure à prendre est de démettre les détraqueurs de leur fonction de gardien à Azkaban. Parce qu'en effet, ces créatures ne sont pas dignes de confiance et il est évident qu'à la première occasion, elles vont rejoindre Voldemort. Mais Fudge pense uniquement à sa carrière, est-ce étonnant? Il estime que si jamais il demande une telle chose, on lui demanderait de quitter son poste. Ne pas prendre cette mesure condamne le monde des sorciers tel qu'il est aujourd'hui. Dumbledore ignore les réactions de Fudge et lui propose une deuxième mesure, prendre contact avec les géants. Alors que les détraqueurs sont une cause perdue, tenter une première approche avec les géants pourrait leur permettre de les rallier à leur cause. Cette proposition horrifie encore plus Fudge. Pour lui, ce serait la fin de sa carrière, car tous les sorciers détestent les géants. Dumbledore constate que Fudge ne pense qu'à sa carrière au péril de la vie des gens qu'il est censé protéger. Dumbledore pose alors une question décisive. Soit Fudge prend les mesures préconisées et devient le ministre dont tout le monde se souviendra pour avoir empêché le retour du plus grand mage noir, soit il restera un homme politique faible ayant fait échouer 13 ans de paix. Mais Fudge reste sur ses positions et laisse tomber un mot. Démence. Et là, ça choque tout le monde par l'inaction de Fudge et je pense par le fait qu'il parle de démence devant Dumbledore. Est-ce qu'on peut admirer 2 secondes le fait que absolument toutes les prédictions de Dumbledore sont vraies? Et même, sans lire le tome d'après, c'est dit 2 chapitres avant. Voldemort dit mot pour mot, on va rallier les détraqueurs, vous inquiétez pas, Azkaban, on va vite sortir tout le monde de là, on va aussi appeler nos potes les géants, on va faire ça super bien. Et en plus, il a complètement raison parce que Fudge, c'est ce qui va se passer pour lui derrière, c'est que un peu plus d'1 an après, c'est genre c'est complètement de sa faute quoi. Carrément. Et la personne à blâmer pour tout ce qui s'ensuit. Après, sur la psychologie de Fudge, moi j'ai tendance à penser que au fond de lui, il comprend très vite que Dumbledore dit la vérité. Alors peut-être pas ce soir. Moi ce soir, je pense qu'il est vraiment dans le déni pur. Ouais. Mais je suis sûr que la nuit passe et dès le lendemain, il sait que c'est vrai. Il sait que c'est vrai. Les signes, de toute façon, sont là. Il y a une évasion massive d'Azkaban. Voilà, tous les signaux sont là. Toutes les prédictions de Dumbledore vont se révéler être vraies. Mais en fait, une fois que le déni a commencé, tu peux plus revenir en arrière. Ouais. Choisir la facilité. Exactement. Donc tout le monde est choqué. Pourtant, Dumbledore reste calme et lui signifie qu'ils sont à tournant. Il agira comme bon lui semble et Dumbledore fera de même. En effet, ils sont à la croisée des chemins. D'où le titre du chapitre. Le titre du chapitre sort de la bouche du personnage, c'est assez marrant. Il n'y a aucune agressivité dans la voix de Dumbledore, juste un ton factuel. Mais Fudge prend ça comme une menace, comme si le directeur de Poudlard a pointé sa baguette contre lui. En pointant son index vers Dumbledore, Fudge lui déclare qu'il l'a toujours respecté, même s'il était parfois en désaccord avec certaines décisions, comme celle d'avoir engagé un loup-garou comme professeur par exemple. Mais s'il compte s'opposer à lui, Dumbledore lui répond qu'il ne s'opposera pas à lui tant qu'il est de son côté et pas celui du côté de Voldemort. Dans ce cas, s'il est du côté de Voldemort, en effet, il y aura un problème. Rogue alors intervient et montre la marque des ténèbres sur son avant-bras. Bien qu'elle ne soit plus aussi nette qu'une heure auparavant, on peut encore voir qu'elle est bien présente. Juste avant d'embrayer sur Rogue, il y a un truc que dit Fudge à ce moment-là, où là je me dis juste, bon ok, on pourrait peut-être apporter un peu de nuance.
il dit à Dumbledore, je vous ai toujours laissé faire ce que vous voulez dans votre école, machin. Bon, après, il cite le loup-garou, machin, des propos qu'on entendra dans la bouche d'Ombrage dans le tome d'après, etc. Mais il dit aussi que Dumbledore a... En gros, on comprend qu'il a fait lui-même son propre programme scolaire sans jamais solliciter quelconque approbation du ministère et tout ça. Or, c'est pas pour défendre Fudge, mais je pense que dans une société sorcière qui fonctionne correctement, je pense que Poudlard doit établir un programme scolaire en lien avec le ministère de la magie, parce que le but d'une école, c'est de préparer les élèves à la réalité du monde professionnel. Enfin voilà, c'est quand même le but. Or, c'est la seule école du pays quand t'es sorcier. Donc c'est quand même fou. Et on s'était déjà posé la question. Il y a des cours qui posent vraiment question. Genre, est-ce que ça te prépare vraiment au monde magique, une certaine matière, certains cursus scolaires? Et on peut vraiment se poser la question. Ça a l'air d'être assez random. Et là-dessus, je pense que c'est un tort un peu partagé, à la fois du côté de Dumbledore et à la fois du côté du ministère, de pas faire un programme commun, de pas se mettre d'accord, parce que là, il y a un gros manque pour moi. Et la preuve en est que il y a des trucs quand même. Enfin, Dumbledore, il a mis, je sais pas moi, Quirrell dans le tome 1, Gilderoy Lockhart en professeur de défense contre les forces du mal dans le tome 2. Désolé, mais c'est pas une bonne décision non plus de la part de Dumbledore. Donc voilà, c'est la seule nuance que je voulais apporter. C'est pas pour défendre Fudge, mais voilà. Mais quand bien même le ministère aurait la main sur ces décisions-là, comme le recrutement des profs, est-ce qu'ils trouveraient mieux? Non, peut-être pas, mais... On voit dans le tome d'après que non, pas vraiment. Ouais, mais le truc, c'est que, en fait, dans le tome 5, le ministère va mettre son nez dans l'enseignement à Poudlard. Une fois que c'est trop tard, une fois qu'il y a une fracture entre Dumbledore et le ministère. Or, ce qui serait mieux, mais bon, avec un ministre comme Fudge, je sais pas si ça aurait pu être possible. Un truc un peu plus sain, un peu plus coordonné, un peu plus homogène, en fait. Juste un programme scolaire établi, quoi. Pas juste un directeur qui fait tout ce qu'il veut. Et voilà. Je suis complètement d'accord. Ça, c'est vrai. Est-ce que vous pensez que, peut-être, je suis désolée si ça vient après, est-ce que vous pensez que les choses auraient été vraiment différentes si Fudge avait, à ce moment-là, dit « Ok », s'il avait accepté, quoi. Bien sûr. Moi, oui, il n'y a pas d'histoire, du coup. Bah oui. Enfin... Oui, il n'y a pas de tome. Je pense oui, voilà. Je pense qu'on embraye direct sur les reliques de la mort. Parce que, du coup, ça serait une guerre ouverte. Mais, disons que si Fudge avait accepté le retour de Voldemort et avait marché main dans la main avec Dumbledore pour lutter, eh bien, peut-être Fudge serait mort, il aurait été assassiné. Je pense qu'il y aurait eu une guerre civile. Ouais, voilà. Voldemort aurait dû accélérer le process beaucoup plus rapidement et on aurait été dans la guerre beaucoup plus directement. Après, finalement, s'il y avait eu une guerre civile, est-ce qu'il n'y aurait pas eu plus de morts? C'est sûr. En plus, les plans de Voldemort, ce soir-là, à ce moment-là, sont complètement déraillés. C'est dit, ok, je reviens au pouvoir, c'est moi qui contrôle, ça se passe comme c'est censé se passer dans le tome 7, mais le fait qu'il n'ait pas tué Harry, ça a déraillé, je pense, ses plans, et ça l'arrange bien, au final, que le ministère soit dans le déni. Il y a une question que je n'ai pas de réponse, c'est... J'ai pas trop de doutes sur ce qui serait passé si jamais Fudge aurait été plutôt une forme de scrim jour, enfin voilà, vraiment à dire ok, on passe en mode guerre. C'est ce qui se passe par la suite, c'est juste que ils auraient gagné du temps, quoi. Par contre, je me demande vraiment par rapport à Voldemort, ça j'en ai aucune idée, parce que s'il avait réussi à tuer Harry, est-ce qu'il se serait montré à visage découvert beaucoup plus frontalement dans une guerre ouverte? Ou est-ce qu'il avait de toute façon prévu une espèce de guerre froide où il allait s'insinuer? Ouais, je sais pas. Ça, je sais pas. Peut-être, vu que dans le 5, on sait qu'il est à la recherche de la prophétie. Peut-être qu'il avait déjà prévu d'aller la trouver. Après, ça, je sais pas, parce que s'il avait tué Harry, la prophétie, il s'en fout. Hein. En fait, la prophétie, il la veut parce qu'il n'arrive pas à tuer ce morveux de Harry Potter, tu vois. C'est vrai, il y a un truc qui se... Bah oui. Donc, en fait, il a besoin de temps, Voldemort. C'est pour ça, il a besoin... Il a besoin de temps, au final. Ouais. Bah ouais. Mais si Harry avait été décimé, guerre directe ou... Guerre directe, et est-ce qu'ils auraient peut-être même pas gagné? Bah ouais. Enfin, le bien, en tout cas, n'aurait pas gagné. Après, on peut refaire. On peut refaire. Grâce à Rogue, on apprend que cette marque est gravée par le feu sur tous les mange-morts. Ça, j'avais oublié. T'avais oublié quoi? Que c'était gravé par le feu sur l'avant-bras des mange-morts. Pareil.
En fait, par la magie ou par... moi, je pense que c'est par la magie, mais moi, j'imagine le fer, comme le fer pour les chevaux ou les vaches. C'est horrible. Non, je pense que c'est la magie. Mais ouais, c'est plus magique qu'autre chose. Ça n'en rend pas moins un peu chaud quand même, le truc. Ah oui, chaud, oui, c'est le cas de le dire, oui. Oui, complètement. Je pense que ça doit être aussi douloureux qu'un tatouage. C'est un signe de ralliement qui leur permet de transplaner directement auprès de Voldemort. Cette nuit, la marque l'a brûlé. C'est ce qui a poussé Karkaroff à fuir, car il a trahi trop de monde après la chute du Mage Noir. Mais les paroles de Rogue ne semblent pas atteindre l'esprit de Fudge. Il est juste horrifié par la marque. C'en est fini. Fudge décide de retourner au ministère et de faire part de ses intentions de diriger l'école le lendemain. Mais avant de partir, il fait volte-face. Un sursaut de conscience ? Non. Il laisse juste tomber sur la table de chevet d'Harry un sac contenant les 1000 galions gagnés. Ça montre qu'il est totalement à la ramasse de penser qu'Harry a envie d'accepter le prix, quoi, et qu'il pense à ça, quoi. Et c'est vous qui pensez à ça à ce moment-là. Après, je crois qu'il est une des raisons de sa présence ce soir à Poudlard, c'était aussi de remettre les 1000 galions. Oui, parce qu'il dit que normalement, il aurait dû avoir une cérémonie et tout. Oui. Mais genre, après, il parle quand même du retour de Voldemort et s'est disputé avec Dumbledore sur la mesure à suivre. Et pourtant, avant de partir, il pense à remettre les galions, quoi. Je sais pas. Et puis ça fait un peu... l'autre est mort, donc j'imagine que c'est toi qui as gagné. Ouais, c'est ça. Une fois Fudge parti, Dumbledore rallie ses troupes. Il peut bien sûr compter sur les Weasley, Arthur en particulier, qui peut contacter ses collègues du ministère pour identifier ceux qui croiront au retour de Voldemort. Dumbledore confie à McGonagall la mission de mener Hagrid à son bureau et avec Madame Maxime si elle le souhaite. Puis il demande à Madame Pomfresh, alias Pompon. Moi je dis Pom-Pom. Pom-Pom, Pompon. C'est vrai qu'il l'appelle comme ça dans le chapitre. Pom-Pom. De retrouver Winky et de la ramener aux cuisines pour que Dobby prenne soin d'elle. Une fois Bill, McGonagall et Madame Pomfresh partis, Dumbledore demande au chien noir de reprendre sa forme habituelle. Madame Weasley est horrifiée et Rogue est dégoûté. Mais que fait Sirius Black, criminel en cavale aux dernières nouvelles, avec Dumbledore et en présence d'Harry? Vous imaginez si Dumbledore avait montré Sirius Black au Fudge avant qu'il s'en aille? Oh là là, encore autre chose. Et là, c'est bizarre parce que donc là, on est d'accord qu'aux dernières nouvelles, Sirius Black est encore un criminel pour tout le monde en cavale. Et mange-mort, et malgré tout, il va pas expliquer. En fait, il va demander à Rogue et Sirius de mettre leur rancune de côté. Bon, sauf que, non, Rogue est au courant, du coup. Et il n'explique pas sur le moment à Madame Weasley ce qui se passe. Il demande juste, en fait, à Rogue et Sirius de mettre leur ancienne rancune de côté, qu'ils essayent au moins de dissimuler leur hostilité. Et la situation exige qu'ils soient du même côté désormais. Et par miracle, les deux hommes se serrent la main, une fraction de seconde seulement. Mais cette fraction semble suffire à Dumbledore. Il y a un truc en mode, je pense, Dumbledore va expliquer plus tard, tu vois. Le fait que Dumbledore dise c'est Sirius, il est de notre côté, pour le moment, ça suffit, tu vois. Genre... Et si Dumbledore le dit, c'est que... Ouais, voilà, c'est que c'est vrai. La preuve, Ron, il dit, je crois que c'est Ron qui dit à Madame Weasley, non, t'inquiète, t'avais pas besoin de paniquer. C'est cool, t'inquiète. Cool. Elle en sait rien, en fait, s'il est cool ou pas. Il est good vibe, t'inquiète. Non, en fait, c'est un criminel, mais bon, ok, super. Et la poignée de main entre Rogue et Sirius, dans ma tête, ça s'est jamais passé. Ils ont fait un truc où ils se sont peut-être effleuré la main, mais peut-être d'une manière sensuelle. J'arrive pas à croire une seconde qu'ils se soient serré la main, c'est pas possible. Genre, ils sont tellement enfin, il y a aucun monde où ils se serrent la main. Même si Rogue sait très bien, Rogue sait que Sirius il est innocent, il était dans le déni le tome d'avant, mais il sait, mais jamais il va lui serrer la fin. Non, il y a trop de... Mais je me pose une question. Mais je pense que c'est plus symbolique qu'autre chose. C'est symbolique, mais c'est impossible. Et même Dumbledore, je trouve ça gros de sa part de demander. Hein. Je sais pas si je suis débile à ce moment-là, mais est-ce que Rogue savait pour Sirius? Oui. Bah oui. Ah bah oui, Harry, il a tout il l'a dit le tome d'avant. Hein.
Il a dit, Rogue voulait pas le croire, mais il a dit à Dumbledore, ouais, c'était Peter Pettigrew. Oui, mais il l'a dit à Dumbledore, pas à Rogue. Bah, il était là. Mais Rogue, en plus, il était pas au courant dans la cabane hurlante quand ils ont expliqué il était tout là, ça. en plus. Rogue était dans la cabane, hein. Il était là dans la cabane hurlante et tout ça. Il sait, Rogue, à ce moment-là. Il n'était pas là tout le temps. Il a pas vu Peter Pettigrew. Non. Mais Harry, Ron et Hermione lui ont dit, c'est Peter Pettigrew, Sirius est innocent. Il est dans le déni, mais je pense qu'un an après, il se doute bien, il sait que c'était vrai. Sait, hein. Il sait que c'était vrai. En fait, s'il sait, c'est hors champ. Parce que, en gros, est-ce que Dumbledore lui a raconté tout le récit de Harry? Parce que lui, il est pétrifié, en fait, au moment où Harry et Hermione retournent dans le passé et tout. C'est-à-dire qu'il a pas... je veux dire, Harry et Hermione, ils s'entretiennent qu'avec Dumbledore. Et pas avec Rogue. Oui, mais... je sais pas, je me trompe peut-être. Il y a peut-être un truc qui m'échappe, mais... Dans toute cette année, de toute manière, il y a forcément eu une discussion entre Rogue et Dumbledore. Ils se sont dit, il lui a dit, non mais vous avez laissé partir Sirius Black, c'est pas normal et tout. Dumbledore, il a dû lui expliquer, c'est sûr. C'est surtout, officiellement, il s'est échappé. Mais est-ce que Dumbledore lui a dit non, il s'est pas échappé, on a monté un plan pour le faire libérer, tu vois? Est-ce que ça, il lui a dit, ou est-ce qu'il a préféré pas en parler avec Rogue? Non, je pense pas qu'il a... Non, ça, je pense pas. Mais je pense qu'il a dû lui dire il a dû lui expliquer qu'il faut. Et même Rogue, en son fort intérieur, il sait que Sirius, c'est pas un mange-mort. Il lui-même était mange-mort. Lui-même est dans le déni sur ça. Mais... ouais, il est complètement... Ouais, je suis en train de regarder sur Internet. Il l'a pas su au moment dans la cabane hurlante ou au moment du 3. Non, il était KO. Il est KO en plus, donc... en fait, la question c'est... Ouais, pour moi, il était déjà au courant, mais non, en fait. Qu'est-ce que lui a dit Dumbledore? Qu'est-ce qu'il ne lui a pas dit? À ce moment-là, quand Rogue se retrouve face à Sirius dans l'infirmerie, on ne sait pas. Ce qu'il sait, évidemment, c'est qu'il est quelque part. Il sait qu'il n'est pas mort, il sait, voilà, il est quelque part. Est-ce qu'il s'attend à le voir là? Apparemment, non. Il est très, très surpris. Est-ce qu'il savait que Dumbledore était en contact continu avec Sirius Black? Je ne mettrai pas ma main coupée, je ne sais pas. Ça non plus. Peut-être que Dumbledore filtre un peu les infos qu'il donne à Rogue aussi. Hein. J'espère bien. Hein. Heureusement. Ouais. Heureusement. Non, je pense qu'il le savait. Je pense qu'il s'en doutait en tout cas, mais qu'il était dans le déni pendant longtemps. Et que quand bien même Sirius serait innocent, à ses yeux, ça reste la personne qui l'a torturé au lycée. Donc... y a un truc, je crois que t'as déjà évoqué ce passage, Marina, parce que Madame Pomfresh, là, elle est partie, là, il a demandé à Pomfresh, voilà. Du coup, Dumbledore lui demande d'aller retrouver Winky et de la ramener dans les cuisines de Poudlard, je crois. Mais ça veut dire un truc horrible, ça veut dire que Winky, elle a assisté au baiser du détraqueur? Oui, je pense que oui. C'est horrible, ça. Déjà, elle vient d'entendre le fils expliquer froidement qu'il a tué son père. Et en plus, elle reste auprès de Barty Croupton Jr. et elle assiste au fait qu'il se fasse aspirer son âme. Trauma plus. C'est horrible. C'est pour ça qu'elle dit qu'il doit être dans un état... Ah oui, elle doit être dans un état horrible. Enfin, elle doit être suicidaire, en fait. Non mais Winky, c'est terrible. Elle était déjà alcoolique, la pauvre. Non, mais elle est traumatisée, mais à vie, là. Elle revient pas de ça. Hein. La pauvre. Et Dobby va faire ce qu'il peut, mais là, je pense qu'elle peut pas revenir de ça. Et je pense qu'en effet, elle n'était pas retournée, elle n'était pas sortie de la pièce. Je pense qu'elle est restée justement avec, parce que c'est son maître en fait. Il a fait des choses horribles, elle le sait, mais c'est son maître. Donc je pense même quand il est attaché, même quand il est censé être surveillé, je pense qu'elle reste à ses côtés. Et en effet, je suis sûre qu'elle a vu le baiser du détraqueur et pauvre Winky, quoi. Ouais. Donc bien que Dumbledore ne soit pas particulièrement surpris par la réaction de Fudge, cela change tout. Dumbledore passe à l'action. Il demande alors à Sirius d'aller chercher Lupin, Mundungus et Madame Fig, ainsi que tous les anciens alliés, et de rester caché chez Lupin. Harry est déçu, il aurait préféré profiter un peu plus de son parrain, mais ce dernier a une mission à remplir. Après avoir repris sa forme de chien, Sirius quitte à son tour la pièce. Vient le tour de la mission de Rogue. Et Dumbledore n'a pas besoin de verbaliser ses consignes. Rogue sait ce qu'il doit faire. Une fois que Rogue a quitté la pièce, c'est à Dumbledore de partir pour aller voir Monsieur et Madame Diggory. Avant de partir, il conseille à Harry de finir sa potion de sommeil et promet qu'il viendra le voir plus tard. Et c'est là où on sait qu'ils en ont discuté avant, de la mission.
Bah oui, parce qu'ils ne l'ont pas verbalisé. Il sait ce qu'il a fait. Il lui dit direct, vas-y, est-ce que tu es prêt? Tu sais ce que tu as à faire. Bonne chance. Et bonne chance. Oh là. Ah, c'est froid, hein, je trouve. Ouais. Mais moi, je pense que ça fait des années que Rogue se prépare à ça, Oui. avec Dumbledore. Oui. Et là, pour le coup, vous savez, nous, Rogue, c'est pas un personnage qu'on porte dans notre cœur avec Marina. Je vous rassure, moi non plus. Ok, on n'est pas des Rogue-zouz. Quand vous parlez de lui à chaque fois, je dis ouais, t'as des raisons, complètement. Mais... Oui, Alan Rickman est sexy dans les films et tout ça. Non, mais ça n'excuse rien, ça n'excuse rien. Oui, c'est un bon acteur. Oui, le casting était parfait. Il n'empêche que Rogue, en particulier dans les livres, oui, le personnage est beaucoup moins lissé dans les livres. Il a beaucoup plus d'aspérité et on a beaucoup plus de raisons de ne pas l'aimer, même si J.K. Rowling a quand même beaucoup de respect pour ce personnage et parce que l'épilogue, pour le coup, est identique dans le livre et dans le film. Donc, Albus s'appelle bien Albus Severus Potter. Hein, voilà, donc ça, c'est pas un truc qu'a inventé les films. Même si on a ce ressenti par rapport à Rogue, là, c'est le moment, peut-être un des rares moments où j'ai de l'empathie pour lui. Parce que la pire mission que confie Dumbledore, c'est celle-ci. C'est celle-là, ouais, c'est sûr. Et la pire et la plus difficile, c'est-à-dire qu'il va se rendre face à Voldemort pour lui faire croire qu'il est de son côté. Et qu'il l'a pas trahi pendant toutes ces années. Alors que Voldemort est un légilimens, c'est un sorcier extrêmement puissant. J'ai bien noté, Rogue part pour une mission presque suicide. Voilà. Oui, c'est ça. Ouais, mais il est prêt. Et en plus, Voldemort l'a dit dans le cimetière, quand il faisait un peu l'inventaire de tous les mange-morts. Ceux qui sont venus, ceux qui sont morts, et il dit bien, lui, il m'a trahi, et je vais le tuer. Ouais. Carrément. Il parle de Rogue à ce moment-là. Donc c'est sûr que, j'ose même pas imaginer je veux même pas savoir comment ça s'est passé ce retour. Hein, et je crois même qu'à ce moment, les deux savent que si la mission échoue à un moment donné, selon l'évolution de la mission, il va devoir tuer Dumbledore. Ils savent déjà, tu penses, à ce moment-là? Je pense pas ça. Tu penses qu'ils en avaient pas déjà parlé, qu'ils n'avaient pas déjà tout prévu? Non, parce que je pense que c'est vraiment précipité par le fait que Dumbledore est condamné, quoi. Qu'à un moment, mais est-ce qu'il l'a tué simplement parce qu'il était condamné, ou simplement qu'à un moment, Dumbledore était prêt à se sacrifier pour que Rogue prouve sa loyauté? Ça, je sais pas. C'est une bonne question. Ça peut être une théorie, hein. On peut se dire ils avaient déjà évoqué le truc et tout. Après, je sais pas. Je pense quand même que si Voldemort avait pas cru Rogue ce soir-là, Rogue serait mort. Hein. Donc il y a pas besoin de Dumbledore. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que là, il y a uniquement deux possibilités. Soit Voldemort écoute Rogue et est convaincu par ce qu'a dit Rogue, et donc du coup c'est ce qui s'est passé. Et Rogue est resté en vie, puis il est devenu ce double espion qu'on connaît. Il y a un monde aussi où Rogue se rend à Voldemort. Voldemort le tue direct. Il écoute même pas ce qu'il a à dire. Moi, je suis choquée que ça ne se soit pas fait comme ça. C'est pour ça que c'est une mission suicide. Hein. Encore maintenant, je me dis, mais comment ça a marché, ça? Parce que Rogue est trop fort. Il est super fort. Surtout que, admettons, il va le voir tout de suite, là, maintenant, à ce moment-là. C'est-à-dire qu'il attend pas 2-3 jours, il va tout de suite voir Voldemort. Voldemort, il vient de subir la pire humiliation de sa vie. J'ai du mal à le voir clément. Mais ouais, pour revenir à ce que tu disais, Marina, je pense que Dumbledore, il a ce plan au début du 5 avec Rogue parce qu'il se sait condamné. Et puis aussi, là, t'as raison, je pense que Dumbledore est persuadé qu'à un moment, il faut en passer par là pour que Voldemort ait pleinement confiance en Rogue. Ça, c'est vrai. Mais je suis pas sûr que ça ait été évoqué avant parce que d'abord, là, ce soir, l'objectif, c'est que Rogue ne meure pas. Donc après, on verra. Mais il faut d'abord qu'il survive à Voldemort. Ok, c'est sûr. Hermione, Ron et Madame Weasley restent silencieux pendant un moment. Madame Weasley lui conseille de boire le reste de la potion de sommeil et de penser à autre chose, comme tout ce qu'il pourrait acheter avec cet or. Mais Harry n'en veut pas. Cet or aurait dû revenir à Cédric, pas à lui. Il ressent une profonde culpabilité à l'idée d'avoir demandé à Cédric de prendre le trophée en même temps que lui. Et là, il y a un moment trop émouvant. Madame Weasley prend alors Harry dans ses bras, comme seule une mère peut le faire. Alors qu'Harry revit tous les événements atroces de cette nuit, un claquement retentit.
Ce que je trouve trop mignon, c'est qu'il y a quand même un passage assez détaillé où c'est la première fois qu'Harry est pris dans ses bras comme ça et qu'il ressent un câlin maternel, en fait. Il l'a jamais ressenti de toute sa vie et c'est trop émouvant. C'est trop, trop émouvant. J'ai noté exactement la même chose. Dans le texte, c'est textuellement comme l'étreinte d'une mère. Un claquement retentit. Hermione se tient près de la fenêtre, tenant quelque chose étroitement dans sa main. Elle s'excuse dans un murmure. Mais qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que c'est? On le saura dans le prochain chapitre. Enfin, qu'est-ce que c'est que ce bruit? Harry finit par se décider à boire la potion de sommeil et commence enfin une nuit sans rêve. Et c'est la fin de ce chapitre. Merci Marina, merci Amandine. Merci Jérémy. Bah ouais. Merci. Avant-dernier chapitre check. Tu voulais remercier des gens, je crois, Marina, pour ce chapitre. Oui, je voulais remercier toute ma communauté de fans qui me suivent sur mes lives. Non, je plaisante. Non, merci à ceux qui m'ont suivi sur mes lives pendant que je dialysais et que je préparais l'épisode. On a très peu préparé, beaucoup parlé, beaucoup papoté et du coup, c'était trop cool et je vous remercie beaucoup encore de votre bienveillance et voilà, je vous aime beaucoup. Bisous, bisous. Et est-ce que tes abonnés Insta t'ont aidé sur le meilleur personnage et sur le renommage du chapitre? Bah non, parce que en fait, j'ai préparé 1/10 du chapitre avec eux, peut-être. J'ai commencé à 11h du matin hier et j'ai fini à 00h37, la préparation du chapitre. Donc voilà. Entre-temps, il y a eu la pause déj, quelques petites siestes et quelques petits bavardages. Donc voilà. Mais du coup, si vous deviez retenir un seul personnage, le personnage qui vous a le plus marqué dans le chapitre, lequel ça serait? Amandine, peut-être. J'ai hésité entre deux personnages, Harry étant mon personnage préféré tout court. Je l'aime énormément et il a vécu quelque chose de vraiment difficile, mais j'ai préféré choisir Madame Weasley qui fait office de figure maternelle pour Harry et qui se soucie exclusivement de son bien-être, qui dit tout de suite, qui engueule tout de suite ses enfants pour leur dire non, vous le laissez tranquille, pas de question, il doit dormir, qui lui fait boire sa potion, qui s'inquiète parce qu'ils vont le réveiller en criant près de l'infirmerie, qui le soutient vraiment, qui sent sa culpabilité et sa tristesse et qui lui fait un gros câlin. C'est beau à voir et je trouve que c'est le meilleur personnage de ce chapitre. Ouais, puis là, on le voit, elle prend vraiment une place de mère par substitution. À partir peut-être de ce chapitre-là, enfin en tout cas là c'est évident. Encore plus à ce moment-là. Parce que déjà elle vient en tant que famille pour Harry, donc déjà de base les circonstances de sa présence ici veut tout dire. Ça aurait pu, dans un autre univers, ça aurait pu être une célébration, ce moment. Ouais. Dans un autre univers, Harry l'a gagné, il est content. Ouais, ça a commencé comme un début de célébration. Exactement. Mais bon, ce n'est pas du tout une célébration. Mon fils! Pardon. Tu vas nous refaire toute la scène. C'est trop méchant. Bah non, je refais juste la scène. Vous faites trop rire à chaque fois que vous faites ça. On ne devrait pas rire, c'est horrible. Bon, on rigole pas, c'est toi qui rigoles. C'est toi. Pour Madame Weasley, j'ai des souvenirs que à partir de ce moment-là, et ça va parcourir le 5 dès le début où elle va prendre la place de la mère de Harry. Elle dit oui, Harry c'est pas mon fils, mais c'est comme s'il l'était. Ça c'est le premier soir où Harry est dans le quartier général. Ouais, donc c'est un rôle qu'elle tient à partir de maintenant et qu'elle va tenir jusqu'à la fin de la saga. Ouais. C'est important qu'il ait Madame Weasley parce que pour le coup c'est une des rares personnes qui non seulement l'aime et est là pour lui, mais sans aucun... Il n'y a pas d'intention derrière. C'est-à-dire qu'elle se soucie que de son bien-être à lui. Elle n'a rien à y gagner en soi, mais elle le fait parce que c'est Madame Weasley. C'est vraiment par pur amour pour lui. Ouais, c'est beau. D'accord. Et toi, Marina, ton personnage Moi, j'ai choisi préféré? Un personnage détestable. Fudge. C'est vraiment la figure de l'homme politique par excellence qui fait passer son ambition personnelle avant sa mission qui est de servir le peuple et de gouverner pour le bien du peuple.
Et non, il préfère penser à son ambition, quitte à courir à la perte de millions de gens, quoi. Donc voilà. Et toi, Jérém ? Moi, c'est Dumbledore. Parce que je le choisis pas souvent, je pense. Mais là, pour moi, c'est le patron du chapitre. C'est le boss. C'est le boss. C'est lui qui gère, qui est en pleine gestion de crise. Et puis, il a une douceur envers Harry. Il est attentionné, il prend les bonnes décisions. Comme on l'a dit, il doit gérer 1000 choses à la fois dans ce passage ici, dans ce chapitre. Et il le fait bien. Et c'est là où on voit pourquoi c'est le boss, quoi. Pourquoi c'est le GOAT du monde des sorciers, quoi. Et voilà, je sais pas, Dumbledore me marque particulièrement, du coup, dans ce chapitre. C'est lui, finalement, le vrai ministre. Ouais. Ou en tout cas, c'est lui qui... Non, mais clairement, ouais. Oui, parce qu'il dit... on sait en plus que Fudge lui écrit tout le temps pour avoir son avis. Là, clairement, on voit un peu la nature de leurs échanges, parce que Dumbledore lui dit, bon, bah, première chose que vous devriez faire, c'est ça, puis ça, puis ça, puis ça. Il a déjà tout un plan en tête et tout, quoi. C'est ce qu'il devrait faire. Après, c'est Dumbledore aussi qui refuse le pouvoir. Hein, mais... Parce qu'il a déjà réfléchi. Parce que toutes les choses qui l'ont perturbé pendant l'année étaient importantes et étaient complètement liées à Voldemort et à Harry. Il avait raison de s'inquiéter sur beaucoup de choses. Bon, il s'est pas inquiété assez pour ne pas le faire participer, mais voilà. Ouais. Quand même, oui, c'est le seul qui a vraiment une vision, on va dire, globale de la situation et qui comprend tout de suite qu'il faut agir malgré le désaccord de Fudge. C'est-à-dire qu'il dit, bon, il est pas avec nous, bon, c'est pas grave, ça change pas grand-chose, on y va quand même. Tout à fait. Et un nouveau renommage de chapitre ? Est-ce que vous en avez un à proposer ? Moi, j'en ai deux. Ma partie préférée. Ah, c'est vrai ? J'adore. Vas-y, à toi l'honneur. Depuis le premier épisode, dès que vous avez commencé à le faire, j'ai dit ouais. C'est ma section préférée. Donc, je me suis prêtée au jeu. Harry Potter et la coupe de feu, chapitre 36, une autruche au pouvoir. Ah ouais, pas mal. C'est marrant. Et toi, Marina ? J'en ai deux, mais ils sont pas ouf. Un pouvoir aveuglant, et sinon, la haine est aveugle. Ah oui, aveugle. T'étais sur... J'étais sur aveugle. J'étais sur aveugle, quoi. Voilà. Il y a un truc. Je sais pas pourquoi. Non, mais moi aussi, je suis premier degré, un peu nul. Harry Potter et la coupe de feu, chapitre 36, désillusion. Parce que, je sais pas, c'est le mot, je trouve, qui... Enfin, si je devais choisir un mot pour évoquer l'émotion de ce chapitre, c'est ça, c'est la désillusion, quoi. La déception de... Ouais. On comprend que les choses vont être beaucoup plus dures par la suite. Quand Voldemort revient, on se dit, oula, ça va pas aller. Mais en plus, le déni de Fudge, on se dit, mais la suite, elle semble impossible, quoi, trop périleuse, quand on sait que ça va compliquer encore plus les choses. Ouais, c'est ça, il y a plusieurs strates. Il y a effectivement le retour de Voldemort, le déni de Fudge. On pourrait même évoquer la désillusion autour de Sirius Black. Et puis peut-être, serrez-vous la main avec Rogue. Est-ce qu'il n'y a pas une forme de désillusion là-dedans ? Enfin, voilà, c'est le mot qui me évoquait ce chapitre. Et il est temps de passer à la volière pour écouter certains de vos messages. Et nous écoutons le premier hibou sonore qui nous a été envoyé par Emeline. Coucou Jérémy et Marina et votre invité du jour. Petite question sur la communauté internationale des sorciers, parce qu'on a peu d'éléments, je crois, quand même. Si Voldemort était resté plus longtemps au pouvoir ou s'il y avait accédé pour de bon, est-ce que vous pensez qu'il y aurait eu une sorte d'intervention internationale de la même manière qu'il y en a pour nous avec l'ONU par exemple ? Parce que finalement on sait que Dumbledore, je crois, est membre d'une communauté internationale de sorciers. Il doit être Manitou ou quelque chose comme ça. Mais sinon, on n'a pas tant d'infos que ça. Donc, est-ce qu'il y a eu des ajouts à ce sujet-là de la part de J.K. Rowling, ou est-ce que vous avez des suppositions que vous pouvez partager avec nous ? Voilà, un grand merci et un coucou de la Nouvelle-Zélande où vos voix nous accompagnent dans les vergers de kiwi. Donc, c'est toujours chouette de pouvoir vous avoir avec nous. C'est comme si on était à la maison. Bisous! Merci Emeline pour ton hibou sonore de la Nouvelle-Zélande. Je crois que c'est une première fois. Verger de kiwi, ça dépayse, ça donne envie. Attention, question. Un verger, ça signifie que c'est des kiwités. Comment pousse le kiwi ? Pardon. Sur des arbres, tout simplement. Ouais, c'est dans des arbres. Ouais.
Comment s'appelle l'arbre du Un kiwi? kiwitier, Un vraiment. kiwitier. Non, vraiment Actinidia. C'est un arbre à lianes. Mmh. Il est Wow. généralement cultivé en percola ou en treille par les jardiniers amateurs. Voilà, Ah, voilà. c'est super. C'est très bon, les kiwis. En Et plus. on dirait un arbre à testicules. Bref. Alors, si Voldemort avait accédé au pouvoir pour de bon, est-ce qu'il y aurait une intervention internationale du genre un ONU sorcier? Alors, on a quand même quelques petits éléments. On sait qu'il existe la Confédération internationale des sorciers. C'est cette confédération qui est à l'origine du Code du secret magique. C'est ce qu'on voit dans les Animaux Fantastiques, le 3e, non? C'est pas ça? Ouais, en fait, c'est l'assemblée qu'on voit dans le premier Animaux Fantastiques avec Norbert et Jacob qui sortent de la valise. Donc voilà, on en a un aperçu. Enfin, en tout cas, ils ont visualisé ça dans le... Ah non, Dans je le premier pensais Animaux à la Fantastiques. fin, dans le secret de Dumbledore, quand ils élisent justement le grand Manitou, je sais pas Alors quoi. ça, c'est dans le 3, c'est dans le dernier qui est sorti. Et oui, c'est pareil. En gros, C'est ça aussi. en gros, dans le 3, Grindelwald, il cherche à devenir le Manitou suprême de la Confédération internationale des sorciers, machin. Ça laisse entendre que c'est pas que l'Angleterre qui décide. Non, Et c'est que- international. Non, ouais. C'est complètement international. Donc en soi, Voldemort, j'imagine que ses ambitions étaient à échelle internationale. Je l'imagine mal s'en tenir qu'à l'Angleterre. Ouais, Mais je trouve même ça bizarre que dans le 7, il n'y ait aucune intervention internationale, quoi. c'est vrai qu'on n'en fait pas mention une fois que la guerre est vraiment déclarée. On ne sait pas non plus à la première guerre quel a été le rôle de la Confédération internationale, parce que quand même le règne de Voldemort a duré quelques années. Donc est-ce que cette espèce d'ONU sorcier avait organisé une forme de résistance à l'époque? Je ne sais pas. En tout cas, je pense que de le savoir, ça répondrait à la question d'Emeline. Voilà, si on théorise et que on part de l'idée que Voldemort avait réussi à atteindre le pouvoir, ou en tout cas à tirer les ficelles du ministère de la magie pendant plus longtemps que ce qui est le cas dans la saga Harry Potter, est-ce que la Confédération internationale se serait mêlée? Moi, je pense que oui. Mais pour savoir qu'est-ce que peut vraiment faire la Confédération, ce serait bien de savoir ce qu'elle a fait dans le passé. Mais ça, on ne le sait pas non plus. On sait déjà qu'ils n'arrivent pas à tenir Grindelwald. Alors Grindelwald n'arrive Non. pas finalement dans le 3, sa supercherie est révélée parce qu'il y a cette espèce, alors j'ai oublié le nom de cette créature, mais c'est montré que la créature qui doit désigner le grand Manitou suprême, elle a été ensorcelée par la magie noire et tout. Donc bon. Je ne sais plus comment elle s'appelle, ces créatures. Un Kiju. Un clin. Un clin, ouais, clin. Mais j'ai clin peut-être en français. En anglais, ça c'est in. Ouais, kinin, quelque chose comme ça. Un kinin, je ne sais plus. J'avoue que les Animaux Fantastiques 2 et 3 me sont sortis un peu de l'esprit, je l'avoue. Surtout que maintenant, on sait qu'il n'y aura pas la suite. Je les ai moins imprégnés, on va dire, dans mon cerveau que le 1. Ouais. J'ai beaucoup regardé. Les Quilins. Ouais. Les Quilins, voilà. Quilin, ça doit être en anglais. Quillin. Je sais pas comment ça se dit en anglais. Ouais, je pense que c'est ça. Killing ou Quillin. Je sais pas. Moi, je pense qu'en fait, de savoir ce qu'a fait la Confédération à la Première Guerre, ça nous permettrait d'avoir des éléments sur ce qu'aurait fait la Confédération en cas d'un long règne de Voldemort. C'est ce que je répondrais à Emeline. Et quelques petites autres infos sur la Confédération internationale qui sont intéressantes. On a appris dans le chapitre 31 du tome 5 que la première réunion a eu lieu en France sous la direction d'un certain Pierre Bonaccord. L'ancêtre de Emmanuel Macron. Voilà. Comment on fait ça dans le 5e tome? Dans le chapitre 31 du tome 5, voilà. Je pense que c'est un devoir. Il me semble que ça doit être Hermione qui en parle. Histoire de la magie. Sans doute, ouais. Et on sait aussi, et là ça rejoint le chapitre qu'on vient de faire, on sait aussi dans le tome 1 que Dumbledore en a été le Manitou suprême. À l'heure où on parle, il est toujours le Manitou suprême de la Confédération internationale des sorciers, mais il va en être écarté juste après ce chapitre en fait, à cause de sa prise de position et voilà de sa brouille avec le ministère à la fin du tome 4. Donc au début du tome 5, il n'est plus Manitou suprême de la Confédération internationale. Donc, ça veut aussi dire que le ministère, le pouvoir en place, par exemple, au Royaume-Uni, a son mot à dire, a son influence. Donc, si le ministère avait été corrompu, comme il l'est dans la saga Harry Potter, à partir de maintenant, enfin, en tout cas, peu de temps après,
eh bien aussi les actions sont limitées parce que qui dit ministère corrompu dit confédération internationale très peu utile finalement. Donc bon, on peut avoir que des suppositions. Moi je pense pas que ça aurait été d'une grande aide personnellement parce qu'on a vu quand même que Voldemort dans tous les cas, il a réussi à régner pendant des années, à foutre la terreur dans le monde de la magie. La confédération internationale a été incapable de l'arrêter, donc je pense pas qu'elle aurait pu faire grand chose. On sait pas pendant combien de temps ce premier règne dure. On sait que quand les parents d'Harry sont à l'école... Je pense que si, je pense qu'on peut le dater. Parce que on a les dates, en fait. Enfin, c'est pas expliqué noir sur blanc, mais je pense par exemple sur le wiki, on peut avoir cette info parce que si on recoupe les dates, c'est peut-être pas précis à l'année près, mais on peut avoir une idée, quoi. Ouais, ça implique quand même qu'il a régné pendant plusieurs années. Hein. Oui. Nous passons au hibou sonore de Rose. Coucou la fréquence. Alors moi j'avais 2 petites questions pour vous. La première, elle concerne les cartes Choco-Grenouille, qui contiennent donc les portraits des sorciers célèbres. Et dans le 1, Ron dit à Harry « Oh, tu croyais quand même pas qu'il allait rester là toute la journée ?» en parlant de Dumbledore. Du coup, je me demandais, est-ce que c'est vraiment un portrait du sorcier ? Déjà parce que on sait que les sorciers peuvent devenir des portraits que quand ils sont morts. Or, au moment du 1, Dumbledore n'est pas mort. Et ensuite, est-ce que, comme pour les portraits de personnes qui sont mortes, les gens qui sont sur les Choco-Grenouilles doivent se déplacer pour arriver dans la carte quelques secondes au moment où elle est regardée ? Enfin, est-ce que vous savez comment ça marche ? Parce que je trouve ça un peu bizarre. Et la deuxième, c'est à propos des beuglantes. Est-ce que vous savez comment ça marche aussi ? Parce que, a priori, c'est une lettre qui a été écrite à la main. Et est-ce que c'est magiquement que la lettre reproduit la voix qui crie de la personne qui l'a écrite ? Ou est-ce que Molly Weasley, quand elle écrit sa beuglante à Ron, par exemple, elle enregistre sa voix en train de crier et elle met magiquement l'enregistrement dans la lettre ? Voilà, n'hésitez pas à me dire si vous savez comment ça marche. En tout cas, moi j'adore le podcast et j'espère que vous continuerez jusqu'à la fin du tome 7. Voilà. Merci Rose pour ton hibou. Alors j'ai pas d'informations précises à te donner. Pour les Choco-Grenouilles, certes c'est pas un portrait d'une personne décédée, mais ça fonctionne un peu comme les photos dans les journaux, dans les livres, etc. qui bougent et qui ont une vie. Mais je pense que, en fait, une fois que t'as ta carte Choco-Grenouille, je pense que t'as pas forcément le personnage dans la carte s'il est pas là à ce moment-là. Mais je pense que, donc, par exemple, à Poudlard, les personnages des tableaux se baladent de tableau en tableau. Donc, je suppose que les cartes Choco-Grenouille sont connectées et finalement se baladent de carte en carte. Mais du coup, ça veut dire que de carte en carte de Dumbledore, ou est-ce que Dumbledore peut se retrouver sur la carte de, admettons... il dit souvent Merlin. Merlin, par exemple. Est-ce que c'est possible ? Je ne sais pas. On n'a pas d'infos sur ça. Je ne sais pas si vous avez des infos canon. L'idée qu'ils fassent des allers-retours entre tous leurs portraits, je trouve ça très drôle, mais je pense pas que ça marche comme ça. Peut-être qu'en effet, elles sont connectées. Vous imaginez, genre, vous piochez une carte grenouille. Ouais, j'ai eu Dumbledore. Oh, y a qui est à côté de lui. Bah oui, c'est ça. Je pense qu'ils peuvent... Ils peuvent aller dans d'autres cartes, mais que les cartes où ils sont nommés, peut-être. Moi, je pense pas. Ah bah oui, mais... Ah bon ? Alors, il n'y a pas d'infos canon, c'est juste des théories. Mais en gros, il faudrait déterminer combien il y a de copies de ta carte Choco-Grenouille. Et j'imagine quand même qu'il y en a un paquet. Et ça veut dire que si, par exemple, toutes les cartes de Dumbledore sont connectées entre elles, bah tu verrais jamais Dumbledore dans ta carte Choco-Grenouille parce qu'il serait peut-être tout le temps dans une autre carte, quoi. Ouais, mais du coup, il va où ? Si t'en as 500. Bah moi, je pense que, comme tu disais, ça marche comme une photo. C'est-à-dire que des fois, sur les photos, les personnages, je sais pas, ils peuvent quitter le cadre. En fait, il est hors cadre, mais il revient toujours à un moment donné, quoi. Il est pas dans une autre carte, il est toujours il est simplement hors cadre. Je sais pas, c'est mon headcanon, je pense pas. Ok, d'accord. Mais d'ailleurs, c'est intéressant parce que il y a une théorie qui a été, je sais pas, qui a encore la peau dure aujourd'hui, mais bon, après, il n'y a pas non plus de contre-argument, donc les gens peuvent y croire. C'est le fait que Dumbledore, il utiliserait ses cartes Choco-Grenouille pour espionner. Et là, ça rejoint exactement la question qu'on se pose avec Rose, parce que, en gros, ça voudrait dire qu'il pourrait, comme il est vivant et qu'il a une carte Choco-Grenouille, il pourrait entendre des gens parler qui portent la Choco-Grenouille, ou la carte Choco-Grenouille serait pas loin, tu vois. Et comme il pourrait se balader d'une carte à l'autre, du coup, tous ceux qui ont des cartes Choco-Grenouille pourraient être éventuellement espionnés. Et ça tient à un truc, mais c'est là où, pour moi, c'est là où la théorie tient pas. C'est que dans le tome 5,
on parlait du fait que Dumbledore perd son rôle de Manitou suprême à la Confédération internationale. En fait, il perd plein de titres parce que du coup, Fudge lui retire plein de titres. Il fait plus partie du Mag and Maggot, etc. Et il est dit, alors je sais plus qui dit ça, je crois que c'est un des frères Weasley, il dit oui, mais pour Dumbledore, tant qu'on lui retire pas sa carte de choco-grenouille, il est heureux. Voilà, lui, en gros, c'est une petite blague en mode... c'est le seul truc qui l'intéresse. Voilà. Et là, il y a une théorie qui s'est développée en mode oui, mais parce que s'il veut que sa carte choco-grenouille reste, c'est parce qu'il l'utilise pour espionner, pour avoir toutes ces infos. En vrai, je pense pas. Je pense que c'est juste une blague dans le texte. Je pense pas qu'il y a grand-chose à avoir dedans. Et je pense pas que les cartes soient connectées entre elles. Voilà. Et pour la beuglante, moi, j'aime bien l'idée que ça soit vraiment Madame Weasley qui a crié comme ça à ce moment-là. Moi, j'aime bien l'idée. J'imagine pareil. J'aime bien l'idée. Qu'elle écrit comme ça. Ronald Weasley, comment oses-tu? J'adore cette idée. C'est une sorte d'enregistrement. Je pense pas que c'est un sort qu'on lance à la lettre. Je pense que ça marche comme un vocal. Je veux que ça soit un vocal. J'imagine une forme de plume à papote, moi. C'est un truc un peu spécial que t'achètes parce que c'est une beuglante, c'est un hibou particulier. Et en fait, tu hurles et la plume a écrit tout ce que tu hurles et en fait, ça répète. J'aimerais tellement que les vocaux qu'on fasse sur Messenger et WhatsApp et compagnie et Insta deviennent matériels. Genre qu'on puisse les envoyer aux gens parce que je fais 10 000 vocaux, j'adore ça. Et qu'ils reçoivent des petits vocaux comme ça. Alors, je vais te raconter ma journée de ce qui s'est encore passé. Bah voilà, c'est Marina. Avec la petite tête comme ça. Tu serais harcelé de petites lettres. Ouais, c'est ça. Oh non, encore des vocaux de Marina, j'en peux plus. Pareil, plein de gens dans mes contacts qui préfèrent vraiment les vocaux, donc je reçois rarement un seul. Ouais, c'est ça. Moi, je fais Marina Podcast à chaque fois. On le voit au ministère, par exemple, toutes les notes là qui volent partout dans le ministère. Bon, c'est quand même de la pollution visuelle, quoi. C'est-à-dire que le smartphone est quand même plus pratique. De la pollution tout court. Hein. Ouais. Allez, nous passons au prochain hibou sonore. Il nous a été envoyé par Nicolas. Coucou la fréquence, salut à votre invité. Je viens d'écouter le podcast sur le chapitre du Veritaserum et je me suis posé une petite question en vous écoutant. Parce que Barty Croupton Junior, il prend du polynectar pour se transformer en Maugréfoleuil. Mais il le garde vivant, Maugréfoleuil. Mais je me suis demandé, qu'est-ce qui se passe si on prend du polynectar avec un cheveu d'une personne morte? Voilà, j'espère que vous me répondrez. Et puis merci pour votre réponse. Bisous. Merci Nicolas. Alors je ne sais pas si on avait déjà répondu à cette question. Et je ne sais pas quel âge tu as, mais tu as des interrogations très sombres. Ah ouais. Non mais c'est vrai que ça part du texte parce que effectivement Barty Junior garde Maugret en vie tout au long de l'année et c'est là où la question est importante parce que est-ce qu'il le garde en vie parce qu'il a besoin de le garder en vie pour que le polynectar fonctionne ou... Et là, je pencherais plus dans ce sens-là, mais je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je pense qu'il le garde surtout en vie, pas tant pour ses cheveux et pour que ses cheveux fonctionnent. Je pense qu'il le garde en vie parce que, comme il le dit, il l'interroge Maugret. Alors, on ne sait pas s'il le fait fréquemment, mais pour tenir son rôle à la perfection, en fait, il lui pose plein de questions. Et je me demande si c'est pas plus pour ça, parce que je pense quand même que si on part sur une base scientifique ADN du truc, c'est qu'un cheveu, même si la personne est morte, si tu retires plein de cheveux, même si tu rases la personne, même si la personne est morte, enfin je veux dire l'ADN est toujours là, quoi. C'est-à-dire que je pense qu'il y a moyen quand même de se transformer en cette personne. C'est pas directement dépendant de la vie ou de la mort du sorcier ou de la sorcière. Donc je sais pas, je pense que ça serait plus scientifiquement justifiable le fait que, oui, on peut se transformer en quelqu'un qui est mort. Il suffit d'avoir un cheveu de la personne. Et du coup, si Barty Junior garde Maugret en vie, est-ce que c'est pas plus pour l'interroger plutôt que pour le polynectar? Mais attends, ça pose une question dark. Ça pose la question du clonage quand... non, rien. Parce qu'il faut... Non, rien. C'était dark dans ton esprit, mais t'as vite retrouvé la lumière. Hein. Oui, c'est ça. Non, rien. Non, mais en fait, limite... Rien à voir. Tu pourrais très bien, parce que tu peux garder l'ADN très très longtemps, donc tu pourrais très bien te transformer en quelqu'un, je sais pas, d'il y a 3 siècles, quoi. Je pense qu'il n'y a pas de problème.
L'ADN, il se dégrade au bout d'un moment. Je crois qu'on sait de plus en plus le conserver. Hein. Ouais, il faut le conserver. Ouais. L'ADN se conserve mal. Oui, mais on sait de plus en plus le conserver. Oui, mais faut savoir le conserver. Oui, c'est sûr. Quand Hermione prépare le polynectar dans le 2e tome, elle précise pas si le cheveu de la personne a besoin... Enfin, ça doit être un cheveu, on va dire, d'une personne vivante ou morte. La question se pose pas de toute façon. Parce ils vont pas tuer Crabbe et Goyle, quoi. Il est pas question de tuer Crabbe ou Goyle. Dans le 4e tome, pour moi, le fait d'avoir gardé Maugrey... En effet, c'est utile de garder Maugrey pour l'interroger, mais je pense qu'il y avait aussi ce truc... Enfin, pour moi, et c'est pas sûr, parce que je suis pas sûre, mais pour moi, la potion, elle ne fonctionne pas si c'est pas un cheveu vivant. Ah ouais, mais pourquoi ? Ou pire, Hermione dit bien que si la potion elle est mal préparée, les effets peuvent être vraiment horribles, vraiment désastreux. Au mieux, t'as bu une potion dégueulasse qui a pas marché. Au pire, tu te retrouves avec des tentacules, des membres en plus, des choses vraiment moches. Non, mais peut-être, de toute façon, c'est chacun... J'ai du mal à imaginer que la potion pourrait marcher avec un cheveu d'une personne morte. Et dans ces cas-là, pourquoi garder le Maugrey ? En fait, c'est si tu pars du principe que si on part sur une base d'ADN, parce que c'est vrai, l'ADN il y a des cold cases qui sont résolus. Alors, effectivement, il faut garder les pièces sous scellées. Enfin, il y a tout un truc de conservation et tout. On a déjà résolu des affaires vieilles de 30, 40 ans par l'ADN. Oui, mais là, ça n'a rien à voir. Ça a été conservé dans une enquête de police, sous scellé, etc. Ça dépend ce que tu veux en faire de cet ADN de cette personne morte. Non, mais par exemple, si Barty Junior avait tué Maugrey, est-ce qu'il aurait pu... Genre, si tu lui retires ses cheveux, t'as largement de quoi avoir des cheveux pour 1 an. Est-ce qu'il aurait pu le faire ? Ouais, il faut avoir les compétences scientifiques, quoi. Oui. Ouais, mais 1 an, ça va, quelques mois. Mais non, c'est très rapide, la dégradation de l'ADN. Ok. Je sais pas, donnez votre avis. C'est très difficile à conserver, en plus. J'ai fait police scientifique dans une... Ouais, je sais pas s'il y a des gens qui connaissent un peu plus en police scientifique. J'espère qu'il y a des chimistes, des scientifiques qui écoutent ça, qui en savent plus que nous. Source, les experts Miami. Non, je plaisante. L'ADN, c'est ça, c'est des experts. En effet, oui, c'est vrai, peut-être que ça pourrait marcher avec une personne décédée. Non, mais je suis peut-être trop terre-à-terre scientifique et en mode, ça se trouve par la magie. Oui, il faut que le sorcier soit vivant. Enfin, voilà, voilà, c'est la magie. Quelque part, la magie obéit à ses propres règles. Hein. On passe au dernier bout sonore, celui de Marina. Et non, ce n'est pas moi. Salut Marina, salut Jérémy. J'espère que vous allez bien. Je vous envoie ce petit message pour vous poser une question concernant le chapitre du retour de Pat Moll que j'ai écouté hier, parce que je vous écoute depuis seulement septembre 2024 et je vous rattrape depuis peu au niveau des épisodes. Et donc du coup dans l'épisode vous faisiez référence au permis de transplanage et aux moyens de se déplacer des sorciers, s'ils étaient contrôlés par le ministère, etc. Et ma question était, d'après vous, quelles sont les sanctions pour par exemple Harry qui n'a pas de permis et qui transplane? Est-ce que du coup il perd des points, il a une amende, ou c'est comme nous, ou alors il finit direct à Azkaban? Enfin voilà, ça me faisait un petit peu rire d'imaginer les sanctions possibles par rapport à ce fameux permis de transplanage. Voilà, je vous laisse y répondre ou pas d'ailleurs sur des choses un peu farfelues. Je sais pas si vous avez plus d'infos. En tout cas, merci à vous pour votre podcast qui est super chouette. Ça fait vraiment plaisir d'avoir quelque chose à écouter en lien encore avec l'univers d'Harry Potter. Je vous fais des bisous. Bisous Marina et merci pour ton hibou et très joli prénom. Moi, j'ai que des théories. Est-ce que vous avez des informations sourcées, canon ou pas? Ça peut être que des théories. Cherche pas, il y a pas. J'ai cherché, il y a pas. C'est une bonne question. Moi, j'ai envie d'imaginer, en plus, si jamais t'as un permis, j'ai envie d'imaginer un permis à points. Avec des amendes. C'est ce qu'on connaît, quoi. C'est ce qu'on connaît. C'est ce que je me suis dit, sans doute que tu payes une amende, tout simplement. Et les sanctions, si tu transplantes sans permis
En plus, avant l'âge légal, si tu te fais prendre, je pense que interdiction à vie de passer ton permis. Ouais, je pense qu'il y a amende hyper salée. Je pense qu'il peut y avoir une interdiction de transplanage et que t'as pas le droit de transplaner, quoi. Ça, c'est... Ouais. Harry, en plus, il a jamais passé son permis. Alors ouais, peut-être qu'il le passe après. Dans le 7, il a clairement pas... Dans le 7, oui, il le passe pas. Ouais. Donc, mais a priori, après, il y a des choses plus importantes, j'imagine, une fois que Voldemort arrive au pouvoir. Mais il n'est pas chassé après par le ministère. Non, puis c'est un temps de guerre. Hein, c'est aussi... t'as le droit d'utiliser les sortilèges impardonnables et tout ça. Donc, soit pas une chouette qui lui dit en fait t'as transplané sans permis, tu dois payer 3 galions. Et puis il a sauvé le monde, hein. Donc d'aller le voir après. Vous nous devez 90 galions d'amende et vous avez 2 points en moins. Je sais pas. Hein. Par contre, une interdiction de transplanage, oui, j'y crois. Après, c'est même interdiction à vie de passer le permis pour moi. Oui, peut-être, ouais. Mais aussi, c'est de savoir... ça, c'est une question qu'on s'était posée sur la trace. Parce qu'on sait que les sorciers, jusqu'à leur majorité, sont suivis par la trace. C'est-à-dire que si tu utilises la magie, le ministère le sait. Mais on n'a pas d'informations canoniques sur le fait que est-ce qu'une trace peut être possible une fois que t'es majeur. Bah ouais, du canon, quoi. C'est-à-dire que est-ce que, par exemple, le ministère, si jamais ils t'interdisent de transplaner, est-ce qu'ils ont un moyen technique de mettre une trace sur toi et que dès que tu transplanes, eh ben, ils le savent, ils sont au courant. Ça serait horrible parce que au niveau des libertés individuelles, etc., c'est très discutable. Mais je ne sais pas si la magie permet ça. En tout cas, on n'en a aucun élément. Voilà, c'est jamais évoqué. On parle juste de la trace et puis pouf, une fois que le sorcier est majeur, ça disparaît. Mais est-ce que ça peut revenir ? Donc on ne sait pas, par exemple, sur le cas d'un transplanage, genre vraiment une interdiction à vie de passer le permis. Est-ce qu'ils ont un moyen de le faire, de mettre une trace à vie là-dessus ? Question ouverte. Le canonique, c'est un objectif religieux, hein, juste pour... Ouais, mais je crois que tu peux l'utiliser pour en mode le canon d'une histoire. Parce que par exemple, la définition du canon aussi, c'est le droit canonique, c'est un droit religieux aussi. Hein. Ouais, tu peux l'utiliser en adjectif si tu parles d'une information canonique ou pas. Non ? Au pire, c'est pas très grave. Conforme, relatif à des canons de l'Église. Conforme à des règles, à une norme. Pas forcément que Larousse, hein. Pas forcément que religieux. D'accord. Non, c'est parce que j'ai étudié le droit canon en licence de droit aussi, donc ça m'a brainstormé. Non, c'est pas que... C'est quoi le droit canon ? Le droit canon, c'est le droit religieux. Ah, d'accord. Et en histoire du droit, on l'étudie. Voilà. Très intéressant. Pour revenir au permis, je sais pas, enfin, le fait d'avoir la trace une fois adulte, je pense ouais, peut-être que le ministère a des moyens de traquer une personne une fois qu'elle est majeure. Mais ça reste à prouver. Et surtout, c'est inquiétant, vu la gueule du ministère, en tout cas, qu'on a à la fin du 4. Hein. C'est sûr. Allez, cette volière est terminée. Pour y candidater, comme d'habitude, on attend vos hiboux sonores d'1 minute, soit en MP sur nos réseaux, soit par mail à l'adresse en description. D'ailleurs, en parlant de la description, n'hésitez pas à y jeter un œil pour y retrouver les liens de notre Insta, Discord, Twitch, Twitter ou Facebook, tout y a rassemblé. Même notre adresse postale si vous souhaitez nous adresser des lettres ou des colis par la poste Moldu. Ah oui, et pour nous envoyer des lettres et des colis, si jamais vous voulez une réponse, parce que généralement on vous répond avec des goodies, n'oubliez pas de mettre vos adresses en retour si vous voulez qu'on vous réponde, parce que sinon on ne peut pas vous contacter. Donc si ce n'est pas déjà fait, n'oubliez pas de nous laisser un maximum d'étoiles en notant le podcast sur votre appli d'écoute, voire de nous laisser un message. Sur Spotify, il y a un espace commentaire sur chaque épisode, donc profitez-en. C'est nous qui faisons la modération, donc on lit tous vos messages, sur YouTube également bien sûr. Bref, parlez-en autour de vous, partagez. Plus on est de sorciers et de sorcières, auditeurs, auditrices, mieux c'est. Si vous êtes à jour, vous savez que l'attente entre la sortie des épisodes peut parfois être un peu longue, on le sait. Alors raison de plus de nous suivre sur les réseaux, on fait des live Twitch de temps en temps. Marina en fait pas mal en ce moment sur son Insta, donc n'hésitez pas à la suivre sur son compte aussi. Autrement, le meilleur moyen de rendre l'attente moins longue entre les sorties, c'est de rejoindre notre Patreon. Comme vous le savez déjà sûrement, en nous soutenant là-bas avec 4 petits galions par mois,
vous débloquez l'accès aux after-shows, un contenu bonus qu'on enregistre à chaque fin d'émission avec nos invités. Ça fait du contenu nouveau chaque semaine et pas mal d'heures d'écoute à rattraper si vous abonnez maintenant. Et puis, c'est un moyen de soutenir notre projet, notre travail avec Jérémy. Et un gros merci à tous nos merveilleux patronus qui sont sur la page. Et d'ailleurs, ça y est, Patreon a fait une mise à jour pour les fêtes. Vous pouvez offrir des abonnements Patreon et nous pouvons offrir également des abonnements Patreon. Donc, je pense qu'on fera des concours bientôt pour faire gagner un abonnement pour les fêtes de Noël. D'ailleurs, ces after-shows, vous pouvez facilement les écouter depuis Spotify ou autre. Ça marche comme des podcasts. L'appli Patreon fonctionne aussi comme une appli d'écoute, donc c'est assez pratique. Par exemple, si vous nous écoutez dans votre voiture avec le CarPlay, on sait que vous êtes pas mal à faire ça, on le fait pareil. Et ben, ça marche aussi avec le contenu Patreon. Voilà, c'est pratique si vous êtes à jour et on manque de la fréquence sur vos trajets, par exemple. Pour l'after show de cet épisode, on va parler des idées cadeaux Harry Potter avec Amandine. C'est de saison, évidemment. Ça va, Amandine? Est-ce que tu as passé un bon moment en notre présence? Ouais, c'était trop bien. J'ai passé un excellent moment. Merci à vous. Les coulisses ne t'ont pas déçu? Pas du tout. Je trouve ça super. Et il faut savoir aussi que au début de l'année, je fais toujours une liste. Je fais 12 vœux, 12 choses que j'aimerais faire dans l'année. Faire un épisode avec la fréquence, ça en faisait partie. Ah, trop mignon. C'est trop chaud. L'année. Et je pensais pas pouvoir. Je m'étais déjà l'année dernière, mais ouais, il faut rêver grand, quoi. et donc là, de savoir que je vais pouvoir cocher juste cette case, je trouve ça incroyable. Ça faisait un an que tu avais postulé, c'est ça? J'avais postulé en 2023 quand vous avez commencé la Coupe de Feu. Je me suis dit, c'est mon tome préféré, il faut que je tente. Puis j'ai changé de Discord entre-temps et j'ai entendu dans un de vos derniers épisodes, vous avez dit si vous avez postulé il y a longtemps, envoyez encore, on ne sait jamais. N'hésitez pas à le faire, vous voyez, ça marche. Donc n'hésitez pas à le faire. Je me suis dit, allez, tu tentes et puis peut-être que il y a encore 3 tomes, tu sais pas, peut-être que ça marchera. Quand j'ai reçu le message le mardi, mais j'étais trop. Je vous dis, j'ai eu le même sentiment que quand j'ai reçu le mail disant vous allez assister à un prime de la Starac. C'est le même niveau d'excitation. La musique. J'aimerais regarder. Mes 2 passions. J'ai plusieurs grosses passions. La Starac en fait partie. Harry Potter aussi, donc vraiment, c'était un plaisir de faire ça avec vous, vraiment. Trop gentil. Bah ouais, plaisir. C'est pareil, vraiment, je m'en doutais. Ma mère m'a dit bon, mais tu les connais pas, tu vas voir ce que tu vas faire. Et je dis mais ils sont très bienveillants. Et... Ton peinture. Et puis je pense ça s'entend dans le podcast aussi. Oui, mais c'est les mêmes. C'est un échange naturel. Voilà. Mais c'est exactement ça qui plaît. C'est la raison pour laquelle j'ai accroché tout de suite. Quand j'ai écouté les premiers épisodes, je me suis dit non, mais ils sont comme nous. Ils sont comment En plus, vous avez plein de références aux années 90. Et voilà, des petites anecdotes et tout. À chaque fois, souvent, je me dis, je vois très bien de quoi vous parlez. Et je trouve ça génial, vraiment. Et puis, en plus, c'est vraiment une atmosphère chaleureuse. Et donc, c'est très agréable. Je vous remercie beaucoup de proposer ce contenu. Quand j'ai découvert le podcast, je me suis dit, mais c'est incroyable que ça existe, quoi. Il y a des gens qui parlent d'Harry Potter pendant des heures, mais c'est trop bien, je ne suis pas seule. Bah ouais, vous n'êtes pas seul et puis on adore le faire nous avec Marina de toute façon. Faut savoir aussi que je vous parle souvent quand j'entends les épisodes. Alors, est-ce que vous pensez ça à ce moment-là? Je dis oui, je pense, oui, absolument. Je dialogue avec vous des fois. Je dis elle a trop raison, mais oui, c'est ça. Je réponds aux questions de la volière. Un gros plaisir, vraiment. Bah, si vous aussi vous souhaitez nous rejoindre, nous parler en vrai et pas seulement à votre téléphone ou à votre enceinte. Si vous voulez être un invité sur un futur épisode comme Amandine, on vous invite à candidater sur notre serveur Discord. C'est ce que tu as fait, Amandine. Voilà. Ouais. Il faut tenter. Il faut tenter, il faut être patient aussi. Voilà. Ouais, il faut être patient et c'est vrai que c'est vraiment très, très chouette. Et c'est depuis Discord
qu'on gère les demandes et les enregistrements à distance. C'est pour ça qu'on vous demande même si vous n'êtes pas sur Discord, rejoignez le Discord si vous êtes intéressé pour candidater. Et puis peut-être aussi que ça vous intéressera parce qu'il se passe plein de choses. C'est un bon moyen de communiquer avec d'autres auditeurs et auditrices de la fréquence. Il y a plein de salons différents, etc. Et si vous êtes un peu perdu, n'hésitez pas à nous contacter, nous ou un modo. Si vous avez besoin d'aide sur le serveur Discord. Dernière toute petite anecdote, il faut savoir que je vous ai découvert grâce à une de vos auditrices et une de vos invitées même. Une de vos invitées, je crois que vous l'avez eue été 2023, Océane. Qui a une boutique. Elle a une boutique Harry Potter dans le sud. Élixir et sorcellerie. Ouais, c'est ça, ouais. Exactement. Et je suis allée la voir, la rencontrer. Trop bien. Et c'est grâce à son compte Insta. En fait, elle a fait hiver 2021. Elle a fait une petite story en disant allez écouter ce podcast, il est vraiment cool. Je me dis allez, let's go. Il faut que j'écoute quelque chose. Il faut que j'écoute quelque chose le matin pour aller travailler. De toute façon. Je me lance et c'est comme ça que je les ai découverts. Je me demande si cet épisode avec elle, c'est pas l'épisode du ce soir. Ah ouais, tu penses? Ouais, je crois. Sais plus. C'était l'épisode avec Triloné dans le 3. Oui. Ça se passera ce soir. Ouais, je crois que c'est ça. Ou bien c'est l'épisode de la cabane hurlante ou quelque chose comme ça. Enfin, c'est un épisode que j'ai réécouté plusieurs fois parce que je l'aime beaucoup déjà et j'ai trouvé et c'était trop cool. Donc ouais, c'est grâce à elle que je vous connais. Trop bien. Merci Océane, du coup. On ne finit pas cet épisode sans citer les tipeurs au moment de cet enregistrement. Merci à Corsetilou, Marinette, Lucie, V-Spirit, B-Spike, Pookie Pimps, Nicelia, Erol, Sophie, Mugiwara, Kimidoc, Aurélien, James, Pamela et Chloé. Quant à nous, on se retrouve pour le prochain et dernier épisode du tome 4. Et oui, c'est la fin. Il s'agira du chapitre 37 qui s'intitule « Le commencement ». Et oui, car c'est bientôt la fin, mais aussi le commencement d'un nouveau tome d'Harry Potter avec vous. L'aventure continue, on vous aime et à bientôt. Salut. Au revoir.